aventuriers, bienvenue au podcast des livres-jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Tous là, boss! Let's go! Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et à mes côtés, mon acolyte, mon deuxième dé de ma paire de D6. Salut Fred. Ouais, salut Xavier, merci pour cette intro. Forcément, moi je suis le dé violet et toi t'es le dé vert. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et oui, content de te retrouver comme d'habitude et content de retrouver les auditeurs et content de retrouver aussi cette série qu'on aime bien faire et sur laquelle on avance bien, qui est Dragon d'Or. Et effectivement, mais au Dragon d'Or 5, alors j'ai envie de sortir les tambourins, sortir les trompettes, les corps et dire que ce héros-là, ce héros mystérieux, ce héros mythique, à chaque fois qu'il est le boss dans son monde, nous accompagne bien, on fait des sacrées aventures. Et là, c'est un épisode un peu horrifique, avec un titre en tout cas qui nous fait un peu, qui entretient le mystère, qui est le... Ah, le château des âmes damnées, avec son titre original qui est The Castle of Lost Souls. Bah ouais Fred, franchement ça fait plaisir de retrouver Dragon d'Or. De toute façon, nous voici le retour. Fred, comment ça se passe toi à la fin du printemps, ou je sais pas, mi-printemps on peut dire, non? Mi-printemps? J'aurais dire mi-merde, hein, parce que ça continue, hein, comme tout, il n'y a pas grand-chose qui change, mais on s'en doutait. Hein. Moi, j'ai pas envie de faire de choses pessimistes, mais je pense qu'on a pour plusieurs années, donc voilà, on va vous accompagner. Non, mais attends, mec, podcasts il faut rester... tranquillou. Arrête! Il faut rester, comme on dit, timeless. C'est une façon que l'on peut pas reconnaître l'époque via les podcasts. Ils peuvent s'écouter à tout moment, sans savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, bon, c'est un peu foutu ces temps-ci, je t'admets. Mais bon, voilà, on se régale, quoi. On se met un petit Dragon d'Or sous la dent. Bah c'est ça, régalons-nous, profitons de l'instant présent, arrêtons d'entrevoir le futur, et voilà. Donc là, on vous accompagne, vous nous écoutez, donc on est ensemble, nous trois, ou plus, si affinité. Bah salut à nos auditeurs qui nous suivent, on a eu pas mal d'écoutes, on a eu du fan mail sur les précédents, surtout sur notre dernier podcast, le numéro 80 du PDVELH, qui est de Seinu Nagayude, qui a bien plu. On est absolument désolé, nous n'avons pas du tout de copie, et Fred, je sais pas si nous allons jamais en recevoir d'autres, non? Ah non, là je pense que c'est mort, à part coup de chance, il faudrait retraîner dans les coins, ou non, faut Fabien à plein temps là-dessus, mais voilà, il avait bien bossé la dernière fois, il a bien déniché les petites perles, mais c'est vrai que c'était compliqué. Ça, je pense qu'on a eu un coup de peau aussi, parce que il y a 2 magasins qui est disponible sur 1 mois et demi, comme ça, dans 2 pays différents, c'est un coup de chance. Bon bref, c'était le podcast magique, avec une œuvre magique, donc c'est bien fait. Non, mais ouais, on a plus d'exemplaires, et ceux qu'on a, je vous avoue, on les chérit grandement. C'est peut-être qu'on se fera livrer un autre 1er avril, hein, c'est fort possible. Ah oui, c'est possible. Ouais, le 1er avril, c'est sûr et certain que c'est là, souvent on reçoit ce genre de livres assez rares, assez cultes, qui nous emportent vraiment dans une autre dimension, quelque chose d'absolument inédit, et une très grande aventure. On verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, ce fut un plaisir. Et Fred, j'en profite pour parler d'un magazine, un fanzine vraiment cool de notre ami Benjamin Berger, qui s'intitule Le Marteau et l'Enclume. Alors c'est un webzine vraiment sympa, c'est un livre qui fait vraiment des dossiers de fond, des critiques et des rencontres avec des auteurs et des artistes qui façonnent l'imaginaire. Et je trouve ce qui marque leur singularité, c'est surtout leur conception de la pop culture. Alors ils incluent des rubriques de jeux vidéo, cinéma, jeux de société, bande dessinée, livres-jeux et livres audio. Alors là, c'est sûr que Benjamin il s'est dit je couvre tout au sérieux. C'est également leur volonté d'être le plus complet possible. Fred, ils font des fanzines de 350 pages au minimum par numéro, alors franchement c'est du taf quoi. Bah surtout que oui, c'est un magazine numérique et interactif, 350 pages vendues pour une bouchée de pain, c'est un bon travail Benjamin, et vous dites qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le Marteau et l'Enclume. En regardant un peu, donc il y a 2 formules classiques, il y a celle qui parle un peu de tout, pop culture, il y a 2 numéros qui sont parus à ce jour, et la formule hors série consacrée au livre-jeu, il y a aussi 2 numéros qui sont parus,
Alors vous dites qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le marteau et l'enclume, c'est des thèmes et des univers qui nous sont très familiers, que vous connaissez tous les auditeurs, donc il y a des news sur ce qui se passe en ce moment, une introduction par Benjamin, et surtout il relate des aventures, par exemple je vois le voyage de l'effroi, l'antre des dragons, le royaume de l'épouvante, le tombeau des maléfices. Il y a aussi des interviews des artistes qu'on adore. Il y a eu notre fameux J.H. Brennan qui a été, Herbie qui a été interviewé, John Howe avec un H qu'on a couvert il n'y a pas si longtemps, Johnny Gins, Marco Zamani, il y a aussi des aventures interactives. Et voilà, donc tout ce qui est livre-jeu, vous serez comblé, quoi. Et dans les autres formules plus classiques, qu'est-ce qu'on peut retrouver, Xav ? Ah ouais, donc la formule classique, on couvre vraiment tout l'univers, l'étendue du monde de la pop culture. Alors, on couvre même des festivals musicaux comme le Hellfest, on couvre les livres d'Heroic Fantasy ou fantastiques, hein, comme les Harry Potter, des revues cinématographiques comme le film des Avengers, et même des jeux vidéo comme Shenmue, et des jeux de société, par exemple Saboteur, qui couvre, voilà. Donc, une formule vraiment impressionnante, quoi. Comme tu disais, Fred, 2 formules. Si vous êtes aficionados des livres-jeux, il y a ce qu'il faut. Si vous voulez un peu plus que les livres-jeux et tout l'univers pop culture, la formule hors série, c'est l'inverse. Donc, les 2 formules, voilà, c'est vraiment parfait. On retrouve tout ce qu'on a besoin. Si vous voulez un peu plus de la pop culture, la classique est là pour vous. Donc, ouais, le hors série, voilà, qui nous plonge encore plus dans l'univers des livres dont vous êtes le héros. C'est vraiment cool, quoi. Donc, salut Benjamin du podcast. Et puis, là, on a un sacré numéro qui vous attend. Et là, justement, on retourne, comme disait Fred, sur notre saga de Dragon d'Or. À chaque fois que je le dis en anglais, j'ai l'impression que c'est un film de Kung-Fu des années 80. Golden Dragon. Ah oui, c'est vrai que en anglais, ça sonne différemment. Ouais. C'est con ce que je dis. Ou peut-être pas un film de Kung-Fu, mais tu sais, un film... Alors, est-ce que... Je crois que je suis pas le seul, parce que je suis sûr qu'il y en a pas mal ici qui connaissent le site web Nanarland, et qui a quand même fait bien connaître en France le... je suis gentil de dire ça, je suis même un petit peu fou de dire le succès des films ninja. Fred, si je dis ninja, tu dis... Voix du tigre. Pardon. Alors, Golden Ninja Warrior, Ninja the Revenge, je sais pas, Ninja the Destroyer. Voilà, une saga, une infinité de films nanars. Fred, d'ailleurs, si tu veux savoir, c'était des films de ninja avec des mecs avec des moustaches d'acteurs porno des années 70 qui avaient des bandeaux roses écrits ninja dessus. Et c'était des segments filmés de 20 à 30 minutes. Et pour remplir le film, ils achetaient des films de la Polynésie, ou je crois que c'était des films des Philippines. Et ils spliceaient, ils coupaient, ils montaient à l'intérieur du film leur section de ninja pour faire une œuvre complète. Donc c'est un peu du Robotech. Mais voilà, c'était la petite anecdote. Ninja Warrior. Mais maintenant, tu vois, je me retrouve à dire Ninja Warrior au lieu de Golden Dragon. Golden Dragon. C'est un sacré combattant, notre Dragon d'Or. Donc ça se trouve, il est peut-être un petit peu de ninja aussi, lui. Sûr et certain. Pourquoi pas ? Non, c'est sûr que c'est... tu sais quoi, c'est notre univers, on fait ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, c'est notre imagination. C'est l'univers c'est l'univers de... Merde. De Dave Morris et Yves Newman, mais voilà, quoi. Après, c'est à nous de voir Dragon d'Or comme l'on veut, hein. Après, pourquoi pas, on s'éclate. Allez, Fred, je te propose sur ce qu'on plonge direct dans l'œuvre, parce que là, oh mon Dieu, ça va plutôt être le dojo des âmes damnées si on continue comme ça, quoi. Allez, c'est parti, je te propose qu'on s'arrête direct, qu'on retourne à parler de Dragon d'Or, ce 5e volume. Allez, on y va, mec, c'est parti. Oh, je suis chaud, patate, hein, t'as vu, hein. Le 5e volume de la série Dragon d'Or, le 5e sur 6, qui est un livre composé de 309 paragraphes et 2 éditions françaises pour Folio Gallimard. On retrouvera dans cette nouvelle aventure l'auteur et les illustrateurs des originaux, pour une aventure avec plein d'humour, plein de choses, plein de drames, surtout cette petite comique bien sympa de Dragon d'Or, mais aussi cette touche d'action bien frappante. Voilà, ça sera toujours des rencontres étonnantes avec des dialogues, des situations qui ne mènent pas directement vers des combats, mais qui justement nous permettent de bien métamorphoser, bien créer l'univers et l'ambiance du monde de Dragon d'Or, ce qui est vraiment apprécié dans cette série de livres. Alors, Fred, comme on parle bien sûr d'ambiance, de métamorphosée, que de mieux qu'une illustration. Allons-y, hein, parlons justement des illustrateurs, et commençons par Bruno Elettori. Alors,
on ne change pas une équipe qui gagne, hein, on reste très fidèle aux très bons illustrateurs. Et ben là, c'est Bruno qui est toujours là depuis le premier Dragon d'Or, hein, dessinateur anglais. Alors, on ne sait pas ce qu'il est devenu, il ne fait plus trop parler de lui, mais on n'oubliera pas ses illustrations très détaillées et bien plus qu'adultes que les éditions américaines. Hein, parce que, alors, pour parler des américaines, Fred, hein, c'est toujours un jeune garçon, un petit peu, on peut dire, un collégien, qui est habillé, en fait, de notre époque, qui se retrouve un peu transposé comme un sorte de quelqu'un qui le balade vraiment dans cet univers imaginatif. Ah oui, j'ai pas réfléchi, mais en fait, eux, ils ont carrément fait le pari d'accrocher le lecteur, donc en fait, ils ont projeté le lecteur en habit contemporain dans l'histoire Heroic Fantasy, donc oui, en fait, c'est totalement ça, j'avais pas réfléchi, nous, on se fichait qu'ils avaient vraiment mal représenté le héros. En fait, c'est ça, comme le mec est habillé contemporain, comme un écolier anglais, bah voilà, en fait, ils ont dit, bah tiens, tu lis, bah c'est toi qui es à l'intérieur, tu t'es vu, tu t'es reconnu, c'est toi, là. Ouais, c'est un truc qui marche bien chez les gamins, on sait, mais heureusement qu'en France, on n'a pas du tout l'illustration, et c'est vrai que... Ouais. Celle-ci, elle pose l'ambiance tout de suite, et c'est même une des plus, un peu gothique horreur à l'ancienne. Non, il y a plein de références, rien que la silhouette du château. Ah oui. Attends, on va rentrer dedans. Hein. On va rentrer direct dedans. Et d'ailleurs, Fred, comme tu me dis, comme on en parle, là, le lecteur transposé dans l'univers du livre, c'est dommage, parce que ce genre de couverture irait mieux à une autre série qui, justement, nous parle de nous, le lecteur transposé dans l'univers, que ça fait partie de la méta-narrative. Oui, la quête du Graal, où c'est... La quête du Graal. On brise le quatrième mur, ouais. C'est intéressant. Ouais. Oui, nous sommes Pipe, nous-mêmes, quoi. Toi, Fred, et moi, Xavier, voilà, c'est parfait. Mais bon, retournons sur le travail de Bruno Editore. Alors, c'est vraiment une belle illustration. Hein, Alors... Discutons justement de cette couverture. Fred, tu as bien fait de le dire, il y a des couleurs vraiment frappantes. Alors, c'est une particularité de toutes les couvertures Dragon d'Or, il y a toujours 3 couleurs très frappantes. Et ici, on a la plus discrète qui est un jaune. Alors déjà, pour vous décrire la scène. Alors, on a au premier plan, en fait, on est un peu dans les collines et il y a plein de cadavres qui sont... Enfin, certains des cadavres, certains, c'est des personnes, on voit très bien, qui sont en train de mourir, ou des zombies, des morts-vivants. Et bien sûr, notre antagoniste qui est là, Capon, hein, le démon, qui est sur la couverture, qui est un peu adossé, qui est en train de regarder justement avec sa main, qui est comme en train de rassembler toutes ces âmes qu'il a collectionnées, qu'il étale autour de son château. Et derrière justement la forteresse, qui est dans un très beau coucher de soleil. On peut imaginer même avec justement, Fred, parle-nous de ces belles couleurs, parce que là, elles sont bien fortes. Et je pense qu'elle communique très bien l'atmosphère, comme tu disais, gothique de cette couverture. Oui, bah en plus les tours du château allemand, j'ai oublié le nom, mais qui est inspiré le Comte de Dracula, qui est très connu, qui est vraiment distinctif, et qui est en Bavière. Et en fait, oui, donc c'est un coucher de soleil. Oui, c'est un coucher de soleil, mais presque impressionniste, j'ai envie de dire, que le soleil est avec ses taches jaunes, un peu comme j'ai envie de dire les tableaux sur la tamise de Matisse, qui est fait avec toutes les couleurs et qui font ressortir la silhouette, et donc un ciel très, très obscur, bleu-violet, menaçant. Et en fait, il y a une espèce de brume qui vient sûrement du marais, qui enveloppe le bas du château. Donc tout ça, c'est dans une espèce d'ambiance sonorique. En fait, en plus, les zombies au premier plan sont enchevêtrés dans une espèce de racines d'arbres un peu pourries. Donc tout ça, en fait, on a une espèce d'idée de décrépitude et de danger et de menace. Et puis surtout, on voit l'antagoniste qui est menaçant, qui ressemble à Nosferatu avec encore plus blafard, quoi, avec les yeux rouges, avec les yeux jaunes. Et c'est vrai que... l'œil jaune, il y a une raison qu'il n'y en a qu'un seul. Ouais, avec l'œil jaune, il n'y en a qu'un. Et en fait, ouais, ça nous pose directement l'ambiance. C'est le château des âmes damnées. On comprend le titre, et on a le méchant, et puis on a peur. Donc, putain, ça, c'est une bonne couverture. Et j'ai même presque envie de dire que la cartouche Dragon d'Or fait un peu de tâche là-dessus. Ouais, parce que le Dragon d'Or, alors c'est un sorte de cuivre ou du bronze, avec le dragon qui crache une flamme. C'est vrai que le style ressort trop de cette couverture, comme quoi ça aurait été l'occasion justement de la laisser beaucoup plus sur le format et d'éliminer voilà, le tampon Dragon d'Or, la cartouche. Et Fred, à savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est l'un des livres dont vous êtes le héros de la collection Folio Junior, qui est le plus mince qui a été publié. Oui, combien de pages exactement? 200 et quelques, non?
assez dur, je dirais peut-être une chouille moins, parce que bien sûr les folios juniors, comme les collectionneurs le savent, ils mettent pas le numéro de page à l'intérieur, seulement les paragraphes sont présents, ce qui est un peu frustrant. Des fois, ça serait sympa de savoir... 133, je dirais, moi, sur mon PDF. 133 Ah oui, sur ton PDF. Moi, sur mon physique, ouais, mais c'est ça qui m'a toujours étonné quand je regarde ma collection, et je t'admets que c'est très très trompeur parce que j'ai fait énormément de paragraphes et à cause du côté mince du livre je me suis dit tiens ça va être une aventure ultra courte à lire et ben mon dieu que je me suis trompé Fred, j'en ai fait des paragraphes, moi j'ai vécu quand même une grosse aventure dans ce livre. Bah moi j'ai pas eu je l'ai pas senti que le livre était mince. Moi j'ai un autre ressenti que j'expliquerai plus tard et non c'est vrai que ça se voit pas donc il a bien fait son travail, j'ai envie de dire. En parlant d'un travail bien fait, si tu nous parlais de Léo Artas. Oui, Léo Artas, on adore ses traits rondouillards et c'est un peu ses perspectives et ses éléments qui sortent du cadre. Donc nous on trouve que son style, il est associé à Dragon d'Or et ça lui va très bien. Donc oui, Léo il revient souvent sur le podcast, désolé si vous entendez encore son nom, Léo Artas encore une fois. Et pour ceux qui prennent en cours, donc c'est un homme heureux. Un illustrateur anglais indépendant qui a fait sa petite renommée mondiale. Il vit bien de son travail dans le dessin pour le livre jeunesse. Il anime aussi des ateliers de dessin dans des écoles et s'est mis depuis peu à la bande dessinée. J'attends de voir ça peut être sympathique. Donc oui, c'est vrai que Léo Artas fait partie de ceux où on reconnaît le coup de crayon tout de suite. Absolument. Il y a souvent des contre-plongées, sachant qu'il avait que 21 ans, qu'il a fait les dessins intérieurs du Château des âmes damnées. Faudra aussi savoir que malheureusement, c'est sa dernière collaboration pour les aventures de Dragon d'Or, alors qu'il restait encore une aventure de notre héros. Donc voilà, donc là il y aura un petit truc pour le prochain Dragon d'Or, on saura qu'on n'a plus Léo Artas, et je pense que rien que ce fait-là, ça va nous faire jaser pendant au moins une bonne dizaine de minutes. C'est aussi, Fred, comment dire, ça va se sentir absolument, parce que Léo Artas, comme tu l'as dit, des perspectives qui... c'est quand même pas du Escher, mais il y a quand même un côté où c'est comme s'il prenait en fait l'objectif ou un prisme et il l'inversait. Alors, en gros, ce que je veux dire, c'est l'effet inversé d'un fisheye. Au lieu que les choses s'entourent autour de nous, c'est plutôt qu'elles s'écrasent ou elles s'étalent en face de nous. Et il y a une distorsion vraiment intéressante dans ces illustrations. Hein. On en plongera tout à l'heure dedans, dans ces moments-là. Bah oui, mais... la première, le premier paragraphe, l'auberge, boum, tout de suite. L'auberge, ouais. Et on voit tout de suite, tu vois, cette métamorphose des angles, des lignes de fuite. Tout est très étiré, allongé, courbattu. Il y a une sensation rêveur. Il y a quelque chose qui rend la chose très unique, qui ne respecte pas, en fait, la perspective du réalisme en face de nous, quoi. Tout est aplati, allongé, courbattu, tout est vraiment unique et a sa propre vision. Oui, c'est ça, il a vraiment eu ses traits. Oui, c'est l'effet fisheye, c'est une bonne analogie, une bonne comparaison, parce que c'est un peu ça, l'effet fisheye, ça dépend, mais souvent aussi c'est lui qui utilise des vues subjectives. Mais ça, c'est un truc intéressant aussi. Donc oui, il maîtrise vraiment, lui, le point de vue dans les livres de notre héros, et c'est vrai qu'il s'en amuse beaucoup, même des fois à sortir du cadre, comme on disait, avec les jambes qui se balancent en dehors du cadre qui est tracé pour le dessin. Et ouais, donc c'est très inventif. C'est vrai que les traits sont plutôt simples, mais comme c'est rondouillard, ça fait très BD, ça fait très sympa, ça fait très jeunesse quand même, mais jeunesse de qualité. Moi j'ai regardé, donc des fois je regardais, c'est vrai que bon, c'est assez simple ce qu'il fait en fin de compte, il fait pas forcément, il fait un trait noir sur une page blanche, il n'y a pas forcément d'ombrage et tout ça, mais c'est marrant, c'est des dessins intéressants, puis il a quand même une patte qu'on reconnaît au premier coup d'œil, et ça c'est le signe des grands dessinateurs quand même. Ouais, c'est quelqu'un qui sort du lot parmi les illustrateurs. On peut dire, en fait, Léo Artas, il nous marque quand on lit les livres dont vous êtes le héros. Il a cette façon, si il est accompagné d'un très bon auteur, ce qui est le cas ici, de Dave Morris et Yves Newman, de créer vraiment une œuvre qui sort du lot, quelque chose auquel on se souvient, et tous les deux on lit tellement de livres dont vous êtes le héros, on en a lu tellement que, tu vois, il y en a certains, je pense est-ce que je me trompe ou pas, Fred, mais je crois que le Château des âmes damnées, il va rester avec nous pendant un moment. Oui, c'est vrai, c'est pas le seul, mais moi de toute façon, Léo Artas, ça sera pas avec ce livre-là que je l'aurai apprécié, donc c'est vrai que moi je le retrouve toujours maintenant avec plaisir. Ouais. Et en parlant de plaisir, le troisième illustrateur, donc il s'agit de James Warola. Alors qui dit Dragon d'Or dit James Warola. Alors c'est un artiste et illustrateur de renommée internationale. Il a plus de 300 couvertures de science-fiction
fantasy à son actif. Hein. Alors, on l'a déjà dit, il est neveu de l'artiste Andy Warhol. Là, c'est pas n'importe qui. Hein. Il est très attaché à son oncle qui lui a donné la passion du dessin. Et c'est sûr que quand notre oncle, c'est en même temps un mentor et que c'est Andy Warhol, hein. Quoi qu'on pense de l'art d'Andy Warhol, quand c'est un artiste qui est à proximité de nous, les lois de l'attraction marchent absolument là-dessus pour qu'on trouve nous-mêmes notre propre voie artistique. Donc c'est chouette, quoi. Alors, James, n'hésite pas à lui rendre hommage, hein, constamment dans diverses expositions et des conférences à travers le monde, donc Warhol reste très actif. Alors, il racontera aussi que Candy, à la fin de sa vie, lui a dit d'arrêter de dessiner pour commencer à réaliser des films à la Star Wars. Qui l'aurait cru, là, c'est fou quand même, j'imaginais pas que James Warhol partirait là-dessus. Et voilà, mais bon, c'est quelque chose qui n'a jamais... que James ne fera jamais, évidemment, c'est pas son truc, et c'est bizarre comme... Andy Warhol propose à son neveu de faire ça, sachant que c'est un illustrateur, je veux dire, c'est pas du tout les mêmes voies créatives, quoi, c'est des sujets très très différents. Alors, une chose intéressante de la carrière de James Warhol, c'est qu'il n'a jamais travaillé en fait, ou il n'a jamais illustré via un ordinateur, donc des images numériques. Il aura toujours tout fait à la main, hein, que ça soit avec de l'aquarelle ou de la peinture à l'huile, voilà, ça restera son dada. Il voudra pas justement travailler sur des versions plus modernes du numérique. Fait tout à l'ancienne. Alors, si vous suivez nos podcasts sur Dragondor, voilà, vous savez que ces couvertures américaines sont... involontairement drôle, mais elles sont fort sympathiques, beaucoup plus enfantins, et encore une fois, ça sera le cas pour celle-ci, Fred, hein, parce que comme on l'a dit plus tôt, voilà, c'est un jeune garçon en tenue d'écolier, ou qui est habillé vraiment de notre époque à nous, contemporaine, avec même ses super sneakers, ses Nikes. C'est des Pumas. C'est des Pumas. c'est des Pumas. Voilà, des Pumas qui effacent donc un vieux sage, un érudit avec son bâton magique qui garde l'entrée de la forteresse. Alors si c'est supposé être Capon, c'est un peu dans la merde parce que le personnage ne ressemble pas du tout à ça. Peut-être encore oui, la forteresse, et encore on a une illustration de la forteresse dans l'œuvre. Donc non plus, c'est une couverture... Bon, on chipote, hein. La couverture, elle en jette quand même, elle est amusante, mais voilà, c'est pas ce qui se passe du tout dans l'univers ou l'histoire de ce 5e volume de Dragondor. Ouais, surtout que là, le protagoniste, l'antagoniste surtout est ridicule. Là. Il est tellement vu qu'il peut même pas se tenir droit, et donc il est assis sur le rempart, sur le chemin qui mène à son château qui est ridicule par rapport à l'autre. Il a un espèce de sceptre avec un doigt, l'index tendu, là, comme les trucs de la royauté. Je te vois tout de suite dégoûté. Ouais, et puis bon, même la lune. C'est quoi cette couverture ? La lune blafarde derrière. Elle souligne le château, mais bon, ça fait pas peur. En fait, on se demande, mais il y a Papy qui guette devant chez lui. Pour les enfants. Quoi. Ouais. C'est pour les jeunes, version années 80 des nouvelles éditions des livres dont vous êtes le héros aujourd'hui, quoi. Ça a un côté beaucoup moins intimidant, plus sage. Alors, Fred, une chose, ce supposé Capon qui est en face de nous, est-ce que tu trouves pas qu'il ressemble à Saruman du Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi ? Oui, parce qu'il a la tunique rouge. La tunique rouge, les cheveux blancs et la barbe blanche, avec, bien sûr, il avait un énorme bâton magique, hein, dans la version de Bakshi, hein, mais bon, là, il est un peu plus fin, mais bon, moi, il me fait penser à ça. Ouais, il fait pas peur, en tout cas, là, sur la couverture. Puis même ouais, non, mais je sais pas, moi, j'aurais mis quelque chose à l'entrée du château, tu sais, un truc qui nous regarde un peu, qui sort un monstre, le monstre, lui, mais là, le vieillard, il a l'impression qu'il te dit petit, t'as marché, c'est mon pommier, ça, m'embête pas, parce qu'on est à côté de son arbre. Non, ça, moi, je trouve ça matche pas. Puis notre héros sort une épée, on dirait une épée en bois, presque. Parce qu'on est plus intéressé par le fourreau que par la lame, qui est... Non, mais... Franchement, c'est une déception, mais bon, on est habitué. Mais après, Warhol, c'est un bon artiste, mais là, je trouve que pour le coup, celle-ci, c'est pas sa meilleure, ça c'est clair. Si Saruman est dit arrête de marcher sur mon pommier, je vais lui répondre fais gaffe parce que c'est ta tête que tu vas paumer. C'est nul. Tout ça, bien sûr, voilà, ça nous fait une belle brochette d'illustrateurs au rendez-vous. Et que de mieux que de suivre, bien sûr, avec les auteurs. Alors là, faites gaffe, c'est du lourd, hein, notre Dave Morris. Alors, Dave Morris, on le connaît bien également, hein, auteur anglais. Voilà, il a aussi conçu la fameuse série des Fablelands. Voilà, il a 27 ans à l'époque de la sortie de notre livre dans le héros de ce soir. Voilà, alors, surprise, il déclara en fait en 2013 dans son blog que Le Château des âmes perdues serait le livre
qu'il a le moins apprécié dans tout ce qu'il a écrit. Ah, quelle révélation incroyable, parce que c'est une œuvre... Tu prends ton manteau, on s'en va. On prend nos manteaux, ça fait bizarre, tu sais, c'est comme si t'allais au musée du Louvre et tu vois une pièce d'art de je sais pas moi, de n'importe qui, tu sais quoi, tu vas... Et juste avant de mourir, il trucide, il la coupe avant de dire « J'ai détesté cette œuvre ». Bon, pardon. Alors voilà, dans son blog, il dira justement que c'est l'œuvre qu'il a moins apprécié à écrire dans sa carrière. L'histoire fut pré-publiée dans White Dwarf en 1984 sous une version plus dure, plus cruelle, qui sera remaniée pour en faire une version plus facile, davantage destinée pour la jeunesse, quand le titre fut publié en poche. Alors ça c'est connu, hein, les pré-versions assorties, c'est un peu comme les bêta-tests des jeux vidéo, parce que bien sûr les livres dans The Hero, moitié livre, moitié jeu, faut bien bêta-tester un jeu, c'est ce que propose le magazine White Dwarf. Donc c'est une très bonne chose qui permet justement de créer un jeu qui soit bien équilibré, qui soit pas trop frustrant, on se retrouve pas dans des situations comme d'autres jeux qu'on a fait dans Piranha qui sont un peu chaotiques, quoi. Revenons là-dessus. Alors, Dave Morris, Fred, il regrettera que la dernière édition anglaise en 2013 ne contienne aucune illustration. Donc il y a une réédition, mais complètement éventrée de toute son âme. Alors surtout que l'un des dessins révélait un indice très important pour la suite de l'aventure. Ah, c'est une chose sympa, ça. Donc voilà, quand il voit par contre les éditions américaines de ces livres, avec les couvertures de Warhol, il soupire, pareil, il se dit mon Dieu, les éditeurs américains et britanniques, n'avaient pas du tout le même discours. Aux US, il fallait attirer la jeunesse en mettant un enfant en héros en premier, ça faisait cool qu'on l'avait avec nous dans la classe d'école. Ça se vendait facilement quand les book fairs, comme tu dis, les parades de livres arrivaient à l'école pour vendre des bouquins, ça attirait tout de suite, c'était très commercial. Et en Angleterre, c'était le contraire, il fallait éviter le côté enfant, mettre une couverture bien plus agressive, spectaculaire, c'est ce qu'on a bien sûr. Le dessin de Bruno Illettori qui propose tout de suite cela, on s'attire plus vers un public pré-ado, on va même dire ado-adulte en Angleterre, pendant qu'en Amérique, on est enfant pré-ado, quoi. Donc, le marketing, Fred, comme tu aimes le dire plusieurs fois, le marketing. Tout est marketing. Ouais. Donc voilà. Et puis, par contre, coécrit avec un autre écrivain, Fred, parle-nous de Yves Newham. Alors ça se prononce Yves aussi en anglais ? Moi, je dirais Ive. Ive, oui. Comme Ive Newham. Alors, N-E-W-N-H-A-M. Newham. Ive Newham. Ive Newham. Donc, malgré ce qu'on pourrait croire, Ive Newham, c'est une femme. Donc, on ne sait pas grand-chose d'elle, mais en fait, c'était la petite amie à l'époque de Dave Morris. Son vrai prénom est Yvonne. Pardon. Bon, ouais, pourquoi t'as pris cet accent-là ? Je sais pas, parce que Yvonne en anglais, je trouve ça ridicule. Bon, ouais. Yvonne. Mais en fait, bizarrement, on note la prononciation Ivy, je sais pas comment dire, du coup, Yves sur les couvertures. Et pense donc, à Poison Ivy, Ive. Oui, Ivy. Et Yvonne, putain, faut que j'arrête. Donc Yvonne s'intéressait à l'univers... Alors, Yvonne s'intéressait à l'univers des jeux de rôle. Il y avait de grandes parties à l'époque quand elle vivait avec Dave Morris dans leur appartement, donc elle était dans le mood, dans ce monde-là. Donc elle a apporté pas mal d'idées pour l'élaboration de cette aventure, et donc Dave Morris l'associe à lui quand le livre fut publié. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, leur idylle ne durera pas, et en fin de compte, lors de la réédition, en 2013, en édition indépendante, en fait, elle fait plus du tout citer comme co-auteur du livre. Et en fin de compte, du coup, on n'a plus aucune information sur elle, et donc elle a dû vaguer à d'autres occupations, rester dans le monde du jeu de rôle. Peut-être qu'elle lui a demandé, non ? Ouais. Oui. Après, ce que je vois aussi, c'est donc il n'y a plus de dessin intérieur dans l'édition indépendante, et en plus, la couverture, ils ont fait une couverture lambda, parce qu'en fait, je crois qu'on dirait même un tableau de Caspar David Friedrich, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, ça me parle, ce truc-là. Ça vient d'une banque de données libre de droit, donc ouais, c'est des trucs que tu vas retrouver partout, quoi. Ah, moi, je vais pas être diplomatique. Je vais être sincère. C'est une couverture de merde. Mais absolument de merde. J'ai l'impression de lire un roman genre l'amant de Lady Chatterley, tu vois. C'est carrément... Mais même ça que tu voudrais classifier comme un compliment, pour moi, c'est beaucoup plus élevé, ces livres-là, en couverture, que ce qu'on a ici. Alors, pour vous dire, les aventuriers, pourquoi je trouve ça vraiment dégueulasse,
Déjà, le titre, bon, le titre est en très grand, mais justement, il y a peu de respiration. Le titre colle quasiment à l'extrémité du cadrage du livre. Il y a le nom de Dave Morris en bas, très bien. Il faut toujours le... C'est un peu comme Stephen King, quand c'est des écrivains connus, on met leur nom presque ou des fois au plus grand que le titre du livre, avec une baseline qui explique un petit peu... En une phrase de quoi il s'agit, et une photo, comme disait Fred, qui fait vraiment base de données libre de droit, ou une photo qu'ils ont achetée sur Getty Images. Moi, je trouve qu'elle a... Alors, qu'est-ce que c'est cette photo ? C'est plusieurs arbres sans feuilles d'hiver, avec les restes d'une église qui a subi un bombardement, une destruction, une église gothique, voilà, avec... une retouche Photoshop d'un ciel gris avec un fond gris-vert, voilà, ça fait très gothique. Pour moi, ça fait très... c'est quoi ça ? Sérieux quand même, pour une œuvre comme ça de Dave Morris avec toute cette équipe d'artistes. Et même, on va parler de la traductrice, qui est une superbe artiste aussi. Alors là, moi, je suis vraiment déçu et... je trouve qu'on peut largement mieux faire en couverture, quoi. Là, ça fait vraiment... je suis allé sur Fiverr ou sur un site web de pas cher, et j'ai pris voilà le Photoshopper qui m'a coûté $20 de l'heure, quoi. Et au total, je l'ai payé 3 heures de taf, quoi. Ce qui est encore trop cher pour ce que c'est. Bah moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une partie d'un tableau que je connais, mais qu'ils ont changé un peu le code couleur. Mais bon, bref, peu importe. Oui, on va plutôt se réconforter en parlant de donc la traductrice Mona de Pracontal. Parce que là... Oui, qu'on espère avoir un jour sur le podcast, peut-être, surprise, je sais pas. Ah, on travaille là-dessus, ouais. Alors, Fabien travaille énormément là-dessus, qui essaye justement, les aventuriers, d'obtenir un interview avec Mona de Pracontal, qui devait se faire, mais hélas, vous savez très bien ce qui est arrivé l'année dernière, voilà, début 2020 même. Donc voilà, nous attendons, bien sûr, les choses se feront un jour, on l'espère en tout cas. Si jamais Mona écoute ce podcast, voilà, bonjour, bonsoir, merci de votre audition. Et on espère justement pouvoir avoir la chance de vous parler de votre carrière. Donc oui, on la présente plus, Mona de Pracontal, c'est une femme traductrice, conférencière de grand talent, elle a acquis une renommée qui va au-delà de la France, elle traduit plus de 20 livres dont d'autres héros, et son activité récente est qu'elle a reçu un prix. Donc en plus, c'est pas un prix français, donc c'est le Centre culturel irlandais attribué un prix à Mona fin 2019, le prix de la meilleure traduction irlandaise pour le roman Rien d'autre sur la Terre de Conor O'Callaghan, publié chez les éditions Sabine Westpizer. Donc un prix avec un prix qui avec un montant et ensuite qui est remis tous les 2 ans avec le soutien de la littérature Ireland, l'agence de promotion internationale de la littérature irlandaise. Donc voilà, bravo à Mona, elle le mérite vraiment. Donc voilà, donc même à l'étranger, on reconnaît son travail. Donc que dire, elle a une très longue carrière, elle a pu rien prouver. Et nous, on espère l'entendre et que ce serait vraiment génial. Et ce serait cool d'avoir les dessous de l'édition des livres de notre héros, ce serait vraiment marrant. Après, je sais pas si elle avait accès à tout, si elle avait comment ça se passait, mais au moins avoir un œil sur cette époque, ça sera super. Ça sera vraiment intéressant, parce que c'est le boom des livres-jeux en France, quoi. Fred, une pause musique est à l'appel. Nécessaire. Nécessaire. Non, une bonne pause musique là pour se revitaliser avant l'aventure. C'est cool. Ouais, bien dit, et je suis absolument d'accord avec toi. Comme on est carrément dans la nostalgie à fond là, je te propose un morceau de pop synth moderne par l'artiste Trevor Something, et je te propose d'écouter son morceau No Love. Allez, on se dit à toutes. Step down
you're so stuck in your way. But if I told you that I can't breathe, would you stay or would you walk on me? You break my heart and threw it down on the floor. You stepped on it and walked right out the door. I used to love you, but I don't anymore. There's no love here anymore. How could you leave me all on my own? It's like I never had a home. Now I'm in essence all alone. You break my heart and threw it down on the floor. You stepped on it and walked right out the door. I used to love you, but I don't anymore. There's no love here 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 Eh ben voilà, Fred, on revient de la salle d'arcade, on se pose à la maison, tu sors un paquet de bonbons et moi je mets Pac-Man sur l'Atari. C'est parti. T'as fait combien à juste? J'ai fait 350 points, mais d'ailleurs, je te remarque que je t'ai battu 4 fois d'affilée. Hein. T'as battu l'ordi, ouais. Parlons de Joust, mais qui est Dragon d'Or? Oui, toujours la même question. Comme vous le savez, c'est un personnage un peu énigmatique, Dragon d'Or. Qui est-ce qui se cache derrière... Qui c'est qui se cache derrière le pseudonyme de Dragon d'Or? Personne ne sait vraiment son nom. Il est craint par tous et par beaucoup. Et à chaque fois, il vit des aventures passionnantes dans des univers différents. Donc cette fois-ci, on est le Dragon d'Or dans cette réalité-là. Souvenez-vous, dans nos anciennes aventures, on a combattu un vampire, traversé le monde aztèque pour une question de vengeance, puis on deviendra un officier de la garde royale pour finir explorateur de tombeaux égyptiens. Cette fois-ci, que nous réserve-t-il dans cette 5e aventure? Donc c'est vrai que Dragon d'Or égale un petit peu simplicité, et c'est pas plus mal, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a 3 caractéristiques habituelles qu'on connaît dans Dragon d'Or, qui sont l'endurance, qui c'est 2D de 6 plus 20, si je ne dis pas de bêtises. Et là, c'est vrai qu'il y a une petite subtilité, c'est l'habité, c'est 1D de 6 plus 3. Donc l'habité, c'est tout ce qui est pour faire les bons, les adresses. Et en fait, les fameux pouvoirs psy pour résister au sortilège et garder son sang-froid. Et sachant qu'en fait, la Dragon d'Or, les combats sont pas exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de script. Et en fin de compte, c'est le texte qui vous dit vous jetez 2 dés par rapport à votre résultat, ça vous dit ce qui se passe et non le point de vue que vous perdez. Des fois, il y a des adversaires avec des règles spéciales. Donc ça, ce sont les particularités de Dragon d'Or, avec la fuite qui est possible aussi pendant certains combats. Voilà, donc, mais comme on sait que Dragon d'Or n'a peur de rien, on verrait pas pourquoi on serait amené à fuir. Donc voilà, malgré tout, vous avez cette possibilité. Et en fait, qui applique un GD, quand même une perte de points en habilité suivant le score. Donc ça peut être en défaveur. Donc ne fuyez jamais. Gardez la tête haute et faites front. Et pour cette aventure, au tout début, donc on aura une épée qui brille dans le noir, un poignard, une gourde et un sac à dos qui sera vachement extensible parce qu'on va récupérer une tripotée d'objets. Voilà. Ah ça, ouais. Une masse d'objets dans cette aventure, j'aime bien parce que constamment à chaque fois qu'on ramasse un objet, nous le livre nous dit si vous avez encore de la place. Et là je dis non mais attends, c'est un sac infini ce qu'on n'arrête pas de nous dire ça, mais il y a tellement de choses dedans. Et le sac à dos ils l'ont mis en gras, en italique et tout, donc ils l'ont bien souligné, donc on a un sac à dos qui nous sert à tout porter, c'est bien stipulé. Par contre il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on n'a pas de pièces d'or. Ouais, l'argent dans celui-ci n'était pas important. Ah ouais par contre, parce que moi dès le départ on m'a demandé j'ai des pièces d'or pour certains trucs, je dis bah c'est marrant, on m'en a pas donné. Bon, bref. Attends, je me rafraîchis un petit peu la mémoire. Oui, mais non, mais moi c'était un peu dès le début. En fait, ce livre se divise en 2 parties. On peut dire qu'il y a la première partie qui est la recherche en ville, et puis la deuxième qui est l'exploration de la forteresse de Capon. En effet, la première partie, Fred, moi j'ai eu pas mal d'argent qui m'a servi un petit peu. Je crois que j'ai eu au total 26 pièces d'or en tout, si je regarde ma feuille d'aventure. Là. Oui, moi aussi j'en ai gagné, pas dans l'aventure, mais j'en ai pas au départ.
Bon, bref, Ah oui, c'est pas au départ. c'est un petit détail. Bon, sinon, on fait un petit synopsis. Donc, quel est le dragon Ouais. d'or de cette aventure? Ah, bah c'est assez intéressant parce que dès le début, on nous fait comprendre que Dragon d'Or, bah voilà, c'est déjà un aventurier qui a conquéré pas mal de quêtes, hein, bien sûr, c'est notre 5e volume, ce qui tombe parfaitement. Alors, Dragon d'Or, qu'est-ce qui se passe? Bah, il s'ennuie, il s'emmerde, hein, et en plus, voilà, ses finances sont au plus bas. Alors, il a bien dépensé, il s'est reposé dans la bonne vie de Linton, voilà, il se dit que l'oisivité, ça va bien un temps, mais voilà, il faut repartir à l'aventure. On sent notre Dragon d'Or, en fait, qui en a marre un petit peu de se relaxer, qui veut de l'aventure. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Jasper Faze. Alors Jasper Faze, voilà, c'est un jeune noble qui lui demande de l'aider. Alors son père, qui est Luther Faze, est décédé, et il vit désormais avec ses 4 frères et sa sœur. Et donc ce jeune homme, il nous raconte toute l'histoire de son père. Luther, en fait, c'était un homme très très pauvre, et un jour, voilà, il a croisé la route d'un démon qui se nomma Capon, et Capon lui proposa richesse et très grande vie, remplie de succès, et de joyaux et d'argent, d'or, et des enfants, bien sûr, en échange de son âme. Bah, Luther accepta, Capon remplit sa part du marché, de le fait justement qu'on rencontre Jasper dans son manoir. On voit très bien que Jasper, c'est quelqu'un de très très riche. Et bah, qu'est-ce qu'il fait? Capon, à la fin, bah, il récupère l'âme de son père, et Capon, justement, enfin, pas Capon, pardon, et Jasper veut qu'on aille retrouver Capon, le tuer et libérer son père. Alors, Fred, à ce moment-là de cette introduction, non. Non, j'ai pas envie d'aider, moi. J'avais vraiment... non, si je suis, et si on suit l'illustration hein, de James Warola, si je suis Dragon d'Or, je dis à Jasper, bah non mec, ton père savait exactement ce qu'il faisait, au lieu de compter sur ses propres possibilités, ne rentrons pas dans de la politique, hein, mais pourquoi est-ce que j'irais libérer son âme si Capon a rempli sa part du marché? Capon était honnête, il lui a bien dit à la fin, je prendrai ton âme. Enfin bref, voilà, ça c'est juste mon point de vue quoi. Alors déjà, je me dis, je suis pas d'accord avec mon personnage là, avec qui j'incarne, mais bref, hein, c'est l'aventure, on part quand même, voilà, donc vers justement le Capon et son château maléfique. Alors il faut sauver bien sûr l'âme de Luther, mais bien sûr Capon ne cessera pas à faire, voilà. Et il y a aussi une histoire, Fred, si je vais un petit peu là-dessus sur le background. Au moment où Capon allait piquer l'âme de Jasper, qui était sur son lit de mort, il y a sa fille, en fait, qui pleura, et il jeta la larme de sa fille sur le visage de Capon, qui hurla de douleur, parce que c'est la larme d'une vierge, ou quelque chose comme ça. Donc là, on rentre complètement dans les films de vampires de la Hammer, hein, ceux des années 70. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a Luther qui profite, voilà, pour se cacher dans sa forteresse, mais qui emporte bien sûr l'âme de Jasper, et qui se cache. Donc, c'est à nous, bien sûr, qu'il faut détruire Capon, mais pour ça, il nous faut 6 objets magiques. On ne sait pas encore comment les utiliser. Peut-être qu'on trouvera quelqu'un ou quelque chose qui nous expliquera. Mais le premier objet qui nous est donné, bah, c'est la larme voilà, de la fille de Luther, donc de sa sœur, qui s'appelle Fred. Je l'avais noté là dans mes notes. Un nom aussi qui me faisait penser un peu au personnage de la Hammer, parce que je crois que c'est dans Dracula 2077, c'est ça? Il y avait une jeune fille qui s'appelait Elvira, voilà. Elvira. Donc Elvira qui me fait penser à la présentatrice ultra sexy des années 80, encore une fois, épisode complètement nostalgique. Et donc nous voici, on part à l'aventure, on reste dans la ville de Linton et on essaye de retrouver un petit peu les autres objets qu'on nous nomme, on nous dit exactement ce qu'il nous faut. Alors Fred, on les dit un par un, comme ça à la chaîne, ça te dit? On y va? Alors comme je disais, il nous faut la lame d'Elvira, suivie de... Boule de cristal. La fleur d'une belladone. Les cendres d'un saint. Les fragments d'une armure d'un chevalier preux. Et les cheveux d'une nonne. Voilà, les 6 objets magiques qu'il nous faut pour tuer, abattre Capon. On ne sait pas encore comment les utiliser, comme je disais plus tôt, mais on espère qu'on découvrira comment.
Alors, bien sûr, les aventuriers, nos podcasts Dragon d'Or sont un petit peu différents du reste. Hein. On parcourt pas le livre, mais voilà, on décortique le livre, on analyse un petit peu tout ce qu'il y a dedans, on essaie de parler surtout des personnages ou des éléments qui nous ont le plus impressionnés, qui sortent du lot, qui rendent cette aventure assez spéciale. Et donc, Fred, si on commençait par les personnages, et tu voudrais que je parle de qui? Dis-moi. Bah, connaissant ton amour pour les danses exotiques, tu vas commencer par Gayla la gitane, non? Ouais, ok. Alors, si vous cherchez à retrouver Xavier, c'est simple, vous faites tous les strip clubs de l'avenue, il sera bien dans un. Gayla la gitane. Alors Gayla, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Fred, alors on se balade un petit peu en ville. Si je me trompe pas, il y a un couple qui discute sur le côté, qui sont, on dirait des gitans. On les approche et justement on nous dit de les suivre car il y a une gitane qui peut nous révéler notre fortune, notre futur. En tant que jeune aventurier, on s'y refuse pas. Et donc, on arrive dans une caravane, mais on dit bien que Dragon d'Or s'imagine une gitane, donc une dame assez âgée, grosse, vraiment la Madame Irma, quelque chose de très cliché. Et c'est tout le contraire, car Gayla, c'est une jeune femme très magnifique, rousse, voilà, qui a décoré sa caravane avec plein de soie et de tissus de couleurs chatoyantes. C'est même un lieu qui nous fait rapidement oublier où nous nous trouvons, qui nous envoie vraiment dans un autre univers. Il y a une super description de son lieu. Et donc, on s'assoit, on commence à la cérémonie, enfin la vision du futur, et c'est là où on se dit si je lui demandais de sortir avec moi en rencard. Et il y avait d'autres choix aussi d'arranger, je crois que c'était un paiement ou de quoi on veut parler. Et je me dis, mais attends, mais cette réponse-là, de sortir en rencard, là, immédiatement, ok, vas-y, ça sort de l'ordinaire, quoi, des livres-jeux. Et Dragon d'Or propose, voilà, à Gayla, il y a une foire qui est pas très loin. Allez, viens, je t'offre un verre, on va s'amuser. Et en fait, ça devient un rom-com, ça devient un teen movie des années 80. On se balade en fête foraine, on fait des jeux avec elle, elle gagne, à peine si on lui offre la grosse peluche en ayant percé les ballons avec des fléchettes. À la fin, on finit dans une taverne. Elle boit beaucoup plus que nous. Et elle se met à danser sur la table. Et que fait Dragon d'Or? On retourne, on se sauve en fait de l'auberge pendant qu'elle danse, elle attire l'attention de tout le monde. On rentre dans sa caravane et on vole sa boule du cristal. Voilà, bim, nous voici avec le deuxième des 6 objets magiques qu'il nous faut. Et là, Fred, je pose le lit, je me dis, mais putain, mais Dragon d'Or, c'est un connard. Maintenant, c'est un arriviste, un opportuniste. C'est un aventurier. Ouais, attends, si tu veux, ouais. Parce qu'on y allait de manière soft, on pouvait arriver dans sa cabane, sa roulotte, et faire attends, passe-moi ta boule de cristal ou je te défonce ta gueule, on l'a pas fait. Donc, Oui, c'est bien ce que je disais. Dragon d'Or, c'est un connard. Ah, mais moi j'étais étonné. Je lisais ça, je me dis, c'est marrant cette tournure, quoi, Gayla. Alors, moi, ce que j'aime bien sûr, c'est. On aime bien ça tous les deux, Fred, hein, c'est des PNJ. Je me dis, est-ce que Gayla va devenir un PNJ? Bien sûr, non. Dragon d'Or, c'est un livre beaucoup plus simple que ça. Il n'y a pas vraiment de PNJ, sauf Wisty, hein. Mais bon. Quoi, non, on peut plus citer ce nom au podcast, c'est interdit. Tu rigoles ou quoi? Il faut bien qu'on parle de lui. Il faut qu'il continue à vivre à travers les épisodes. On peut pas juste l'oublier, Fred. Par le Saint-Esprit de Wisty. Non mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais je te jure, je me dis, mais Dragon d'Or, mais vraiment. Ok, déjà, il va tuer un démon qui a bien rempli sa dette vers l'humain qui lui a qui l'a enrichi. Et après l'humain, il y a ses fils qui disent non, vas-y, il a piqué l'âme de mon père. Mais ouais, mais connard, je te vois bien vivre dans une énorme maison avec plein de richesses, non? Il a payé sa partie. Et puis maintenant, je vois qu'on est en train de faire boire énormément d'alcool à une nana pour la laisser danser avec plein de mecs qui ont malsains. Et pendant que nous, on retourne dans sa roulotte, piquer sa boule de cristal sans retourner la chercher, quoi. Je me dis, putain, mais what the fuck, Dragon d'Or, quoi. Dragon bitch. Mais c'est pas possible. Dragon bitch. Maintenant, j'ai d'autres personnages où ça joue badass aussi. Ok, vas-y, parce que moi, cette phase-là, je me dis, mais putain, mais quel enfoiré, quoi. Vas-y, dis-moi. Juste après, en fait, dès qu'on... Parce qu'en fait, on l'a pas dit, mais en fait, on sait qu'en ville, on peut trouver les 2 premiers objets qui sont la belladone et la boule de cristal.
Et donc après, on part en chemin, bon bref. Et donc, dès qu'on arrive en chemin, on doit passer un pont, il y a un passeur, avec un super dessin, là, avec un pont institutionnel qui tient par la seule force de l'imagination de Léo Artas, qui est excellent, qui a une belle perspective. Et un personnage inquiétant, grand, mince, visage de marbre, habillé d'une longue robe grise à capuche. Et en fait, forcément, c'est le pont, donc c'est le péage. Et là, en fin de compte, on nous propose de payer ou de pas vouloir payer. Donc, je sais pas, moi, je suis un aventurier, je déteste les taxes, donc j'ai pas voulu payer. Il me fait, ok, c'est pas 3 pièces d'or, c'est 7 pièces d'or maintenant. Je fais, c'est ça, par la main. Donc, forcément, les bruits d'épée qui sortent de leur fourreau arrivent rapidement. Et donc, en fait, on se combat contre lui. Et forcément, si on se combat contre lui, si on veut pas mourir, on est obligé de le tuer. Et on peut même récupérer un objet sur lui et ses pièces d'or. Et en fin de compte, après, dans l'aventure, un peu plus tard, on se rendra compte que ce mec-là, ce n'est pas un simple bandit de grand chemin qui détourne la bourse des voyageurs. Non, en fait, c'est un mec qui est payé par la milice du coin. Et en fait, c'est un peu un simple fonctionnaire territorial qu'on a oxy en plein d'exercice de ses fonctions. Donc en fin de compte, là, on peut avoir aussi, et sachant en fait que ça peut nous mener une fin tragique de l'avoir tué, parce que si certains gardes vous trouvent avec son amulette sur vous, ils savent que vous êtes son assassin, et donc là-dessus, de l'aventure se termine. Donc voilà, c'est pas des choix innocents quand même. Effectivement, au début, on pense que c'est nous qui sommes qui avons raison, parce qu'on ne va pas laisser un brigand nous détrousser, et en fin de compte, on a tué quelqu'un de plus ou moins innocent. Donc ça, c'est intéressant, c'est un peu le côté, est-ce que les choix sont importants ou non? Et sachant aussi que le meurtre de ce gars-là peut jouer sur un moment où on rencontre des dieux. Je sais pas si ça te parle, ça vite fait. Non, je n'ai pas vécu tout ça dans l'aventure. Dis-moi-en. Bah, par exemple, là, l'histoire du garde, c'est avec les nonnes un peu plus tard. Et en fait, compte aussi, rapidement, dans l'aventure, on trouve une idole de pierre qu'on peut aller voir. Il y a un sanctuaire avec des dieux. Et en fait, les dieux nous jugent. Et en fin de compte, si on a tué ce personnage-là, il nous balance l'ange exterminateur dessus qu'on doit combattre. Ah oui. Voilà, donc ce choix-là, vraiment, ce choix du passeur est vraiment important. Quoi. Pour moi, c'est un personnage central au niveau même du canevas de l'histoire, en plus du dessin qui est magnifique, quoi. Non, moi je l'ai pas tué. Donc en effet, quand je suis passé au passage des dieux, j'ai pas eu ce souci-là. Il y a quelque chose d'assez intéressant aussi au début de la... Enfin, on continue à parler des personnages, parce que ça va là-dedans aussi. Un autre des objets qu'il faut récupérer, c'est, donc comme je disais, c'est un fragment d'armure d'un preux chevalier. Encore une fois, Fred, je vais continuer sur mon jugement de Dragon d'Or, que c'est un vrai connard. Ça ne s'arrête pas parce que on apprend en fait qu'il y a un collectionneur qui habite pas très loin, qui s'appelle Hrothgar, qui est le collectionneur d'armure et d'armes de toute la ville, qui a une collection incroyable. On se rend chez lui, on se fait passer en fait pour un collectionneur d'armure, voilà, contre Hrothgar. Un vieux monsieur très sympa qui nous dit « Ah, vous voulez parler? Allez, ça marche, je vous prépare le thé. » Il se sauve. Qu'est-ce que fait Dragon d'Or? Allez, là l'armure d'un preux chevalier. Allez, je t'arrache un bout pendant que le vieux Hrothgar nous prépare le thé. Dans ma poche. Ah, voilà le thé, jeune homme. Ah, super. En plus, non seulement je pique une pièce d'armure, mais je me fais servir un bon petit thé. Allez, je fais la tchatch et je me tire, quoi. Voilà, j'ai mon 3e objet. Je lui dis, mais c'est pas possible. Mais est-ce que Dragon d'Or, dans cette quête, peut faire quelque chose honnête, quoi? Enfin, est-ce qu'il peut faire un acte honnête? Et je vois, en fait, que tu m'expliques, vu le jugement des dieux, plus tard, comme quoi il y a des conséquences si on commence à buter quoi que ce soit qui en veut. Mais mon dieu, dans cette aventure, Dragon d'Or, Dragon Bitch, quoi, encore une fois. Tu veux savoir, pour la pièce d'armure, parce que moi, je suis allé de l'autre alternative, qui allait à un tournoi de chevalerie. Et là, tu guettes les chevaliers, tu vois un qui est romantique avec sa dame, il lui fait des promesses, il susurre des mots, donc tu vois que c'est un pro-chevalier. Donc tu peux aller vers lui, tu as plusieurs choix. Il y en a un qui dit, est-ce que tu veux utiliser la ruse? Donc c'est comme avec la voyante, ça sort un peu du lot, donc tu te testes. Et en fait, le mec, tu dis, tiens, t'as une éraflure sur ton armure, je vais te la remettre bien avant que tu passes dans ta joute. Et le mec, en fait, il me donne même 3 pièces d'or pour le service. Et nous, en fait, on voulait se barrer avec, mais on est obligé quand même de passer l'armurerie, parce qu'elle est trop voyante pour que le mec ne va pas nous diriger. Donc on y va, et là, on nous propose de faire un bakshish. Il te demande combien tu veux payer au mec. Et si tu payes moins que ce que l'autre t'a donné, en fait, ça se passe mal. Mais si tu le payes bien, en fait, tu fais un bakshish à l'armurier, et il te coupe un petit morceau d'armure de l'épaulière, tu y rends, et tu te barres avec ton morceau d'armure de preux chevalier, quoi. Donc à chaque fois, en fait, t'as voulu l'entuber, mais t'as pas vraiment réussi à le faire aussi bien que tu voulais, quoi.
Putain, Il c'est te pas dit, possible. ouais, et puis l'histoire des pièces d'or, ça me fait marrer, parce que c'est l'histoire de dire, est-ce que t'es vraiment cupide ou pas, quoi. T'as gagné 3 pièces d'or, est-ce que tu veux vraiment les conserver ou tu les donnes pour avoir ce que tu veux, quoi. Et c'est marrant, Ouais. parce que le choix, il dit ça, si vous avez 2 pièces d'or au moins, ça se passe mal, quoi. Ça, j'ai trouvé ça marrant, quoi. Ouais, c'est sympa, hein, franchement. Ça sort de l'ordinaire les choix qu'on a. Alors en même temps que je me moque, c'est vrai que. Alors si on veut quelque chose de complètement différent, comme possibilité de choix, ou vivre une aventure atypique, Dragon d'Or Volume 5 est au rendez-vous. Une autre chose, bon là un peu plus classique, on sort un petit peu de la ville, et je crois que c'est sur le début, Fred, de notre quête vers la forteresse de Capon. Donc j'ai sauté quelques moments, mais bien sûr on peut retourner en arrière. Mais parce que, comme on disait tout à l'heure, la première partie qu'on est en ville, c'est vraiment pour trouver les 6 objets, et après on se met en route. Donc il y a le voyage, et à la fin, le 3e acte, c'est la forteresse de Capon. Voilà, où on va rencontrer le démon, on va essayer de retrouver Jasper. Pas Jasper, je veux dire... comment il s'appelle son père, Jasper? Non, c'est ça, non? Attends, je suis perdu, Fred, aide-moi. C'est Jasper, Jasper, c'est le fils. C'est le fils, Luther, voilà, Luther. Donc, je rencontre un pêcheur, encore une fois, excellente illustration de Léo Artas, une belle distorsion, un pêcheur contre une descente, voilà, proche d'une rivière, en train de pêcher. Et on voit qu'il est bien musclé, bien balèze, et il me dit « Ah, attends, ça attrape, mais il faut que j'aille chercher mon filet, tiens ma canne. » Ok. Ouais, pourquoi pas. Allez, j'aide. Et puis on nous dit bien, c'est marrant, Dave Morris nous dit qu'on regrette immédiatement le choix, que le poisson est super résistant, que c'est agaçant, c'est difficile. Il revient avec le filet, il embarque le poisson, il dit « Ah, franchement, dans ces temps difficiles, remplis de brigands et de malautrui, voilà un saint, voilà quelqu'un qui est là, et tiens, pour la peine, je t'offre une de mes bagues. » Et il nous donne en fait un anneau de lumière, qui est un objet assez important quand on arrivera vers la forteresse. Je dis « Ah, c'est cool. » On ne dit pas exactement ce que c'est l'anneau de lumière, malgré que son nom soit quand même assez direct sur ce que fait l'objet. Mais j'ai trouvé ce moment très sympa. Encore une fois, hein, c'est très très légende grecque, hein, altruiste. Voilà, c'est bien ce qu'on nous teste ici, là-dessus. Et ça paye, hein, finalement, ça fait un bel objet. Mais oui, en fait, ce qui est marrant, c'est que ce personnage-là, on peut le rencontrer avant, en fait. Dans une maison. Bon Ouais. je savais... Non, je savais pas du tout. Ah, dis-moi en plus, c'est cool, ça. En fait, tu rentres dans une maison, tu trouves des grandes boîtes à ranger, et dessus il y a marqué tendre, un peu sèche, sans goût, viande croquante, et en fait, tu te rends compte que c'est des os, avec des os humains. Et en fait, c'est des qualificatifs qui correspondent à la viande qu'a ingurgité Grul, l'ogre qui habite à la maison, justement. Et donc, c'est une vision de cauchemar qui traumatise un peu notre héros. Et c'est vrai que donc, quand on le rencontre, l'habitant, celui qui possède des lieux, Grul, il nous invite à sa table, un bon ragoût, de nature non identifiée. On sait pas trop ce Comme qu'on les bouffe, fameux quoi. gâteaux dans Légende. Ouais, c'est Les ça, tartes. j'ai pas osé le dire. Et c'est vrai qu'il est hospitalier, mais il nous observe attentivement, ses yeux injectés de sang, en train de se nourrir, et il nous sert même du bon vin. Et après un repas qui dure une éternité, il nous invite à dormir dans ses chambres. Donc, un seul mot, prudence. Et c'est vrai que lui, en fait, l'ogre sur les berges n'est pas forcément nommé, mais c'est vrai que tous les deux ont une forte compulence, et il n'y a pas le dessin dans la première rencontre, il y a un dessin dans la deuxième, et tous les deux ont un anneau de lumière. Donc il y a des fortes chances que ce soit le même personnage, mais bon, coïncidence ou pas, on le saura pas. Ah, c'est cool. C'est Ouais, cool, mais, ça. J'aime bien ouais. ces possibilités temporelles de rencontres dans les livres-jeux. C'est du beau travail d'écrivain, quoi. C'est cool, ça. Ah, sympa. Tu veux que je te parle de qui? Dis-moi, Fred. Il y a plein d'autres rencontres assez intéressantes. Bah, comme on a fait un hommage à Wisty, ce serait bien de parler du seul animal qu'on rencontre, pas le seul, mais un animal sentient, pensant, le lion. Le lion, ouais, tout à fait. Alors, une superbe illustration accompagne ce lion. Alors, j'aime bien la mise en scène. C'est un lion qui est en face de nous. Alors là, bien sûr, ça se passe dans la deuxième partie du livre, hein, le chemin vers la forteresse. Le lion est là. Oh, on nous dit tout de suite, on peut fuir, on peut monter un arbre, faire plein de choses, ou on peut juste attendre. Je dis, bon, c'est Dave Morris. Commence à le connaître. Faut pas se méfier aux apparences. Non, attends, merde. Je veux dire que... Non. Pas se pied aux apparences. Faut pas se fier aux apparences. Allez, encore une phrase écorchée. Donc, allez, j'en profite, je reste calme. Et le lion se dirige vers moi et me dit, enfin vers Dragon d'Or. Et
Il me dit, dis-moi, aventurier, est-ce que tu pourrais m'aider? J'ai une écharde coincée entre mes coussins. Et donc voilà, il nous tend sa patte et c'est à nous d'enlever l'écharde et voilà, il nous remercie. Encore une fois, hein, on teste notre méfiance en fait. Là, c'est vraiment Dave Morris qui dit, il y a un lion en face de toi énorme, qu'est-ce que tu fais? C'est de l'Heroic Fantasy, hein, voilà, bien sûr, tous les lions ne sont pas prêts à être bouffés, malgré que je me méfierais dépendant qui est l'écrivain. Et voilà, ça paye. Et puis, je suis sûr que Fabien sera bien heureux de savoir que j'ai fait confiance à l'animal et que, bien sûr, jamais j'aurais attaqué la bête. Oui, s'il veut savoir, ça a été idem. Ce qu'on m'a proposé, on m'a dit d'attendre. Je suis tiens, ça sort du lot, donc on va attendre. donc il parlait, donc tout va bien. Ah, c'est sympa, quoi. C'était vraiment une rencontre oui, en simple, fait, mais un bon test. En plus, il y a des récompenses qui nous donnent de l'information, parce que dans le livre, dès qu'on parle aventure, on parle d'une tribu, de deux tribus de gnomes, les Drandran et les Kabuchu, qu'on va rencontrer. Et en fait, il y a une des deux tribus qui ment tout le temps et l'autre qui dit toujours la vérité. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas trop à les distinguer, on sait plus qui dit la vérité et qui ment. Et en fait, lui, le lion, il nous donne une info importante, qui est que les Drandran, ce sont ceux qui disent toujours la vérité, et les Kabuchu, c'est ceux qui mentent tout le temps. Et ça tombe bien, parce qu'on avance, et après on arrive à un carrefour, et ils sont là. Yeah! Et ils sont là, en fait, donc Fred, sachant que tu joues dans Warhammer 40 000 les orques, les gobelins, les trolls. J'ai entendu ce mot-là, mes yeux ils ont pétillé, t'aurais vu ça, tu vois. non, mais les gobelins, je les attendais au détour, en plus ils étaient amenés, quoi, parce qu'on en parle 2-3 fois dans l'aventure, tu dis, putain, quand je vais arriver sur eux, ça va être super, on va avoir une super intrigue, et le dessin, ils sont bien, quoi. C'est deux punks SDF, le vieillard en train de se marrer et de critiquer tous les passants, peu nombreux, donc forcément, nous, on arrive, on y a droit, quoi. Et donc, nous, malins comme un sage, on pose une question qui est assez finaude, en fin de compte. Au premier des deux, on dit t'es un Drandran ou un Kabuchu? Bon, le problème, c'est qu'on n'entend pas sa réponse. Et en fait, il marmonne, t'as l'impression qu'il veut pas te répondre, quoi. Genre, il ça te casse les pieds, quoi. Ouais, il répond, puis l'autre, le second dit t'es sourd, aventurier, il a dit qu'il était un Kabuchu. Et en fin de compte, après, on leur demande le chemin, et le deuxième, celui qui nous a dit que le premier avait dit qu'il était à Kabuchu, nous indique d'aller à gauche pour éviter l'antre du dragon, c'est ça? À droite, d'un côté l'antre du dragon, de l'autre côté les marais. Vas-y, fais ton choix. Et donc, alors, c'est lui qui nous indique le chemin. Et donc, en fait, tout est dans la question qu'on a posée et la réponse du mec, en fait, qui nous permet d'avoir la solution. Et ça, j'ai trouvé ça assez malin, la façon dont c'était fait. C'est un peu une énigme à l'ancienne, quoi. Justement, raconte-nous comment elle marche cette énigme, Fred, parce qu'elle est assez chouette, je trouve. Elle est très simple. Elle est assez masquée. Ouais, c'est chouette. En fait, elle peut marcher que dans ce sens-là. En fait, c'est nous, par notre question, on a demandé au premier qui a répondu. Donc, il est obligé de dire la vérité, il a grommelé. Et l'autre, par contre, le second a dit t'es sûr, il t'a dit que c'était un Kabuchu. C'est impossible parce que les Kabuchu mentent tout le temps. Donc, si c'est un vrai Kabuchu, il a dit que c'était un Drandran. En fait, la formulation du second est fausse, donc c'est lui qui ment. Et c'est comme ça qu'après, qu'on sait que son avis, on ne doit pas le suivre. Ouais. J'ai l'impression de voir la version, les alter ego de C3PO et R2D2, qui sont donc les gobelins punk casse-pieds, qui est Drindrin et Kabuch. Drindrin et Kabuch. Parce qu'on se dit qu'en fait, ces tribus-là font plus ou moins la guerre, mais en fin de compte, ils se reproduisent entre eux, ils sont tous cousins, mariés, neveux, tout ça. Donc, et puis en plus, ceux qui disent la vérité, ils sont obligés de la dire, mais c'est pas pour ça qu'ils vont vraiment te la dire. La preuve, ils grommellent. Voilà, ça reste une sale engeance quand même, quoi. Voilà, donc Fred n'a pas pu faire un Fred et... Ouais, t'as pas pu faire un Fred et aller à gauche, quoi. T'étais obligé de faire un Xav et aller à droite. C'est ça. Parce qu'il forcément, il nous a indiqué de partir à gauche pour rejoindre le marais, mais c'était l'antre du dragon, dont je ne sais pas ce qui se trouve au-delà, parce qu'on s'y est pas rendu. Et Fabien nous dit qu'en fin de compte, on aura la chance de les recroiser, de les Drandran et le Kabuchu, selon les choix faits, et les voir ricaner encore plus, un peu plus loin dans l'aventure. Donc voilà, au moins vous aurez cette récompense-là, si vous êtes trompé, vous les reverrez bien goguenards. Vous allez vous marrer, les gars. C'est sympa. Et donc pendant cette partie-là, jusqu'à ce qu'on arrive à la forteresse de Capon, c'est assez intéressant parce qu'on passe pas mal de défis d'endurance, on doit traverser des plaines, et après on rencontre en fait une entité assez intéressante qui une brume en fait, une entité qui essaye de nous perdre, qui essaye vraiment de faire en sorte qu'on ne puisse pas retrouver la forteresse de Capon.
Il faut pas céder, il faut qu'on arrive jusqu'au bout. Et donc voilà, on arrive justement vers la visibilité. On voit au loin la forteresse de Capon. On y est presque. On sort de ce voyage qui est quand même assez difficile. Il y a pas mal de possibilités de perdre des points d'endurance. On peut même perdre énormément nos objets. Au bout d'un moment, Fred, c'était sympa. Je crois que j'avais fait des tests. Alors j'avais réussi la première fois sans faire de conneries. Mais j'ai voulu voir toutes les possibilités. Donc je me suis amusé à relire le passage, ce voyage du village à l'entrée de la forteresse. Plusieurs fois, on peut vraiment utiliser nos objets pour nous sauver, mais ça veut dire qu'on sacrifie la possibilité de terminer la quête. Mais j'ai trouvé ça sympa quand même, parce qu'on vit une aventure. Malgré qu'on ne la réussit pas, on a quand même une histoire à raconter. Et un de ces moments vraiment de galère en galère, comme on dit, parcours de circonstances, je crois que je prends un chemin vers des marais, je vais dans un tunnel, et en fait le tunnel, je me rends compte que je suis dans la bouche d'un insecte qui ferme son clapet, qui commence à activer ses fluides gastriques pour nous digérer. On me demande, tu veux jeter des objets? Je dis, j'espère que c'est un démon. Allez, je jette l'alarme d'Elvira, qui fait que dalle. J'ai aussi les cendres d'un saint. On va y revenir d'ailleurs, comment on a obtenu cela. Je dis, ok, je viens de gâcher l'alarme d'Elvira. Maintenant, je vais jeter les cendres. Bien sûr, les cendres dans comment dire, la bile, ça l'énerve, ça le fait regurgiter, et il nous vomit. Et voilà, on se retrouve dans tout le vomi de la grosse bête. Et j'ai perdu 2 objets. Mais bon, voilà, je peux retrouver mon chemin et essayer de rentrer chez Capon. Et je dis, merde, putain, on est vraiment... Enfin, on est dans la merde, quoi. Dragon d'Or, il s'est fait vomir et maintenant, il va pas pouvoir finir sa quête. Donc ouais, c'était des phases assez sympas. Je trouvais qu'il y avait vraiment une aventure assez chouette, plein de choses qui peuvent se passer, même si à chaque fois quand même c'est des galères en galère. Mais il y a des moments sympas. On va parler aussi donc des objets qui nous manquent, Fred. Tu nous parles justement de l'obtention des cendres d'un saint? Oui, souvenez-vous, les cendres d'un saint, c'est dans le fameux sanctuaire où votre âme est jugée. Donc si votre âme est pure, vous la récupérez, vous avez une urne avec des cendres comme ça, sanctuaire en fait, donc c'est forcément des cendres saintes. Et donc si votre âme n'est pas pure, après avoir défait l'ange exterminateur, vous pouvez les récupérer. Donc ça c'est assez tôt dans l'aventure dès qu'on sort de la ville en fait. Et le plus compliqué, le fragment d'armure donc on a retrouvé, il y a 2 choix pour l'avoir. Et après c'est les cheveux du nonne. On arrive à trouver si on arrive à... Il y a des voyageurs avec un fiac qui sont attaqués par des brigands, et rien qu'avec une volée de flèches, en fait, on peut les faire fuir les brigands, et on les escorte jusqu'au monastère. Et là, en fin de compte, avec les nonnes, ça se passe bien. Le lendemain, il y a les gardes qui arrivent, et c'est là qu'on peut se faire arrêter par eux si on a tué le passeur au pont. Et sinon, le chef des gardes est un psychopathe, mais sinon, tout se passe bien. La fille qu'on a sauvée, qui était dans le fiacre, qui a fait ses vœux, s'est fait tondre. Donc en fait, on a des cheveux tout frais, tout gratuits, sans problème. Donc ça, les cheveux de la nonne, c'est pas trop compliqué à avoir, on va dire. Ouais, et puis voilà, ça nous fait de 6 objets. Alors maintenant, c'est l'utilisation de ces 6 objets, parce qu'on va discuter donc des 2 derniers personnages très importants, qui sont Luther, FaZe et Capon. Alors, une dernière chose que j'ai sauté tout à l'heure, Fred, je retourne dessus, comme on parle des objets, c'est vers la fin, tu te souviens, quand on arrive à la forteresse de Capon, le brouillard s'intensifie, la brume devient vraiment oppressante, on voit quasiment plus rien, et c'est là où il faut se servir de la boule de cristal pour l'utiliser comme un filtre, voir à travers, pour retrouver le bon chemin qui nous mène justement à l'entrée de chez Capon. Oui, parce qu'en fait, il y a une espèce de maléfice qui nous fait que malgré qu'on garde toujours un œil sur le château, on n'arrive pas à s'en rapprocher, ou on n'arrive pas. Donc en fait, c'est là que la boule de cristal fait apparaître une espèce de sentier fantomatique à travers la brume qui mène directement, au château. En fait, on suit tellement le sentier des yeux avec la boule de cristal qu'en fait, on tombe presque nez à nez face au château avant de s'en rendre compte. Ouais. Et là, on est impressionné. Il y a un joli dessin, une belle perspective en contre-plongée avec fisheye effect. Et là, on sait que là, la vraie partie commence. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de pièces. Et on attend de rencontrer le Capon, qui est le gros protagoniste, le gros méchant, et qui a une bonne tête de méchant, en tout cas. Ouais. Et là, on retourne un petit peu sur ce qui a fait Dragon d'Or une série unique dans les livres-jeux, c'est le donjon, le dungeon crawling, on peut même dire. Donc sortez votre papier grille et vous pouvez carrément
illustrer le donjon de Capon, qui a énormément d'escaliers, de couloirs, mais voilà, qui reste intéressant et qui retrouve des phases ou des passages qui me font penser à d'autres jeux, comme on a parlé sur le podcast, comme Shadowgate, des choses comme ça. Il y a des salles avec des portes en bronze, des portes en cuivre, une porte en argent, des choses comme ça vraiment intéressantes, des salles où il y a un cercueil au milieu, donc beaucoup de défis sur... sur notre intellect, la façon dont comment on va procéder à travers ces salles, l'utilisation de notre équipement. Vraiment un petit donjon très sympa. Et c'est marrant parce que Fred, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ah, là je reconnais l'origine de Dragon d'Or. Comme quoi, Dave Morris, tout s'améliore au fur et à mesure dans les possibilités, le goût. Il y a vraiment, on sent que Dragon d'Or, c'est comme un bon vieux vin qui s'améliore au fur et à mesure des années, tu vois ce que je veux dire, mais qui n'oublie pas ses origines. C'est vrai que moi au début je trouvais ça très facile, je me dis c'est pas possible, les objets ils nous tombent dessus dans la main pratiquement dès les premiers choix qu'on doit faire pour se dire tiens ça doit être là et c'est pas trop facile à et c'est vrai qu'après en arrivant dans le château ça se corse un petit peu et on revient à un donjon mais qui a rien de rébarbatif qui est même plutôt sympa, oui c'est vrai avec Ouais, il est vraiment chouette leur donjon et tu sens on pourrait même le concevoir en tant que jeu vidéo, je trouve. Hein. Oui, il est peut-être un peu court. Après, moi, je me suis pas trop attardé. J'avoue que comme j'avais tous les objets, je me suis dit que c'était plutôt des pièges à la fin qu'autre chose. Mais ouais, pour trouver le Capon, faut quand même y aller un petit peu. Mais oui, mais moi, je trouve que c'était juste ce qu'il fallait, quoi. Ni trop peu, ni trop, quoi. Alors, Fred, tu veux que je te parle de quelqu'un spécifique là-dedans, non ? Bah oui, celui pour lequel on se déplace, le responsable de tout ça, le vil personnage, l'humain. Ouais, Luther Faze, voilà, l'âme, l'esprit donc de Jasper, l'esprit du père de Jasper. J'ai du mal avec cette famille. Alors c'est assez marrant parce que, encore une fois, putain, mais Capon, non seulement il remplit son contrat, mais il enferme les âmes et les esprits prisonnières, mais dans de très bonnes situations. Jasper a une belle salle complètement à lui, une belle bibliothèque, une cheminée avec vin sur commande à dégustation. Il a de quoi s'occuper pendant une éternité, on peut dire. Donc, encore une fois, je me dis, mais merde, quoi, Capon, c'est pas un enfoiré, ce démon, quoi, quand même, il est assez cool. Bref, Luther est très heureux de nous retrouver. Tu sens que il me fait penser, avec l'illustration de Léo Artas, à Egon des Ghostbusters, à Harold Ramis. Il a vraiment ce côté... un télo nerdy avec des lunettes, tu sais, qui nous prête pas trop attention parce que nous sommes pas importants. Ce qui est important, c'est ce qu'il a à nous dire. Donc, il nous propose de s'asseoir, il nous sert un verre de Porto. C'est marrant parce qu'un livre pour les enfants, du Porto, on sait pas du tout quel goût ça, mais voilà, on nous dit que c'est un bon goût sucré, que justement, on est tellement captivé par que ce que Luther nous dit qu'on le finit cul sec, je crois, ou je crois que c'est dans l'introduction, Jasper nous sert un verre, on le finit cul sec. Mais bref, Luther, il se dépêche, il va chercher un grimoire et il nous dit « Ok, écoute bien mon petit dragon d'or, je vais t'expliquer comment tu vas utiliser tes objets restants pour tuer Capon. » Alors Fred, vas-y, on y va ensemble, hein, qu'on se trompe pas. Bah, c'est assez important. Moi, je l'ai pas rencontré, j'ai pu finir l'aventure. C'est pas vrai. Si. Putain, mais Fred, t'as fait un Fred, encore une fois, quoi. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? C'est bon ça. Ok, bah écoute-moi bien, mec, je vais t'expliquer ce qu'il fallait faire et j'ai hâte que tu me dises ce qui s'est passé. En fait, oui, il te donne les indications pour l'armure de Saint et pour les cheveux de la nonne. Voilà. Et contrairement à te faire un Livingstone avec bien sûr Nicodemus qui te dit c'est soit A ou B, j'en sais que dalle. Non, Luther Faze est très honnête, il te dit bien exactement ce qu'il faut faire. Donc il te dit que déjà la première larme de sa fille, Elvira, a été jetée dans son œil droite, donc il faut le jeter dans son œil gauche, la lame, il faut pas se gourer d'œil. Enfin, tu me diras, c'est le seul œil qui reste de Capon. Après, par la suite, il faut prendre la fleur de Belladone et il faut le mettre dans son masque, comme ça il ne peut pas l'utiliser. Après, il faut prendre... Donc en fait, c'est lui qui nous fabrique, qui nous prend les cheveux d'une nonne et le fragment d'armure du chevalier preux. Et il prend un arc aussi qu'on avait sur nous, notre arc d'équipement. Et il change la corde de l'arc avec les cheveux de la nonne et la bout de la flèche avec voilà, un bout taillé de le fragment d'armure. Donc voilà, c'est un arc, une arme pour détruire Capon.
Et puis donc à la fin, il faut déposer les cendres du saint sur le corps de Capon, comme ça il ne pourra plus jamais se réveiller, il est mort, game over, il disparaît à tout jamais. Voilà Fred, ce que nous révèle Luther. Ouais, bah comme quoi, j'en ai pas eu besoin, mais je pense que moi j'ai combattu le monstre au top niveau presque. Que moi, quand je l'ai combattu, il était à 24 points d'endurance. Je pense qu'avec l'arc, tu le butes en un coup, non? C'est ça? Ouais, c'est scénarisé en fait, il n'y a pas de combat. Tout est complètement scénarisé, on se bat pas du tout contre lui, puis à la fin on lui dit bien que la forteresse disparaît complètement, comme à la croule quoi. Ouais, bah on va en parler comme de Capon, bah, vous en savez pas mal, donc oui, donc sous sa première apparence, Capon est grand, fort et monstrueux, donc c'est pas le vieillard qu'on voit sur l'édition américaine, donc un sourire, un espèce de Nosferatu au visage cruel, un sourire encore pire, et comme les vampires, il n'a pas d'ombre, donc il maîtrise beaucoup de maléfices et peut changer d'apparence pour tromper ses ennemis, il aime bien les jeux, les charades, et il est au courant que Dragongor, qu'on est arrivé dans son château, donc il fait tout pour nous piéger. Donc il connaît aussi la magie noire, et son souhait c'est d'avoir le plus d'esclaves possible. Et en fait, ce qui l'empêche pas non plus de les manger, parce qu'il y a beaucoup de cadavres humains dans sa cuisine, tout un programme. Et en fin de compte, c'est vrai qu'il est borgne, parce que la larme d'Elvira, ça l'a rendu aveugle. Et s'il est tué, il revient à la vie, il prend la forme d'un beaucoup plus chétif, mais tout aussi enragé, dangereux. Surtout si sa rage se retourne contre nous. Et c'est vrai qu'en fait... il y a tout un processus à faire. Et c'est vrai qu'on s'empare de son masque. Après, on lui jette l'alarme pour qu'il soit aveugle. Malgré qu'il soit aveugle, c'est quand même un bon combattant. Donc moi, j'avais pas l'indication sur l'arc avec la flèche, avec l'armure. Donc je l'ai combattu au poignard, parce qu'il me restait plus que ça. Combat épique. Et oui, donc à la fin, faut que tu mettes ses cendres sur son cadavre, les cendres du saint sur son cadavre pour pas qu'il se régénère. Et là, oui, on assiste à la liberté de toutes les âmes emprisonnées. Et on aperçoit même Luther, qui je me trompe aussi, qui nous fait un petit sourire tout content de se retrouver bien libre. Et en fin de compte, ça, c'est la fin mouais. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, c'est le chapitre 309. Toi, t'as eu la fin où t'arrives en ville et tout le monde te fait hurrah, hurrah. Non, 309 aussi, Fred. 309. Ah ouais, tiens. Ah ouais. Parce qu'en fait, on finit, tiens, vous voyez les âmes partir, vous quittez le château avec une grande nostalgie, vous savez pas trop pourquoi, amertume, vous retournez, le château a disparu. Voilà. Bah, disons que c'est... Voilà, il faut finir le livre, hein. Classique, les livres dont vous êtes le héros. Les fins sont souvent résumées rapidement, surtout dans la collection Défis Fantastiques. C'est pas toujours le cas, on va tomber sur des fins excitantes qui développent bien la fin de notre aventure. Là, encore une fois, c'est une fin assez rapide, une fin très rapide. Mais bon, Fred, ce qui est important, et ce que je remarque, c'est qu'il y a plusieurs façons donc d'attaquer le boss de fin, Capon, et je trouve ça vraiment chouette, quoi. Il y a une façon, comme toi tu as fait, qui est d'utiliser les règles de combat, mais en te donnant quand même les possibilités d'utiliser les objets pour faire des choix, ce qui change la façon de faire le combat de fin, ou la façon dont je l'ai fait, où tu as absolument tous les objets et tu peux le battre d'une façon décrite narrative, quoi, où il n'y a pas de combat à faire du tout. Donc ça c'est cool, je trouve. Bah c'est vrai que Dragon d'Or... Pour être simpliste, c'est plus simple. C'est vrai que les combats avec le système de script, c'est plus rapide. Il y a un peu de différence. Par exemple, tu peux avoir des êtres avec des poisons, tout ça. Si vous faites vraiment des bas scores, vous pouvez être mort sur place instantanément. Et c'est vrai qu'il y a un côté sympa et qu'on n'est pas forcément retrouvé dans les anciennes aventures. Et c'est vrai que bon, le livre est pas si court que ça. Le donjon est un sacré donjon. L'enquête des objets était une bonne enquête. Le voyage est un bon voyage. J'ai envie de dire que demander de plus. Et c'est vrai que cette aventure-là, en plus, ne se prend pas au sérieux. On joue pas forcément un mec un bon fond. Et non, moi j'ai trouvé que ça sortait un peu de l'ordinaire. Et c'est vrai qu'il y avait un côté léger, ça peut-être un peu orienté jeunesse, mais pas tant que ça, qui fait qu'en fin de compte, on passe un bon moment. Et même moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est même les morts par rapace. Quand on meurt en fait à cause de nos choix antérieurs, ou juste par des choix qui sont pas forcément dans le combat, je les ai pas trouvés frustrants, je les ai plutôt trouvés sympas. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est le compte de mes morts dans le livre de héros. Donc cette fois-ci, je suis mort 4 fois pour savoir. Et je peux peut-être te raconter 2-3 de mes morts, tu me diras si tu les as rencontrés. Donc je vous ai dit, on peut être arrêté pour avoir tué le gardien du pont. Quand on va dans la ville des nonnes, que les gardes nous voient avec son amulette et donc nous arrêtent, sachant qu'on est son meurtrier. Donc là, c'est fin de l'aventure. Et aussi dans les marais,
si tu fais un bivouac pour faire du feu, t'as une horde de glabrons qui apparaissent. Les glabrons, c'est une espèce de petit être minuscule humanoïde. En fait, ils sont habitués à l'obscurité et à la couleur vase. Donc avec notre lumière et nos couleurs chatoyantes, on les attire comme des phalènes. Et en fin de compte, ils demandent comment on peut faire pour s'en débarrasser. Et moi, j'étais carrément obligé de me débarrasser de mon épée, sinon on est carrément tués par leur nombre, et ils nous ensevelissent sous leur nombre, en fait. Ça, j'ai trouvé que c'était une mort très sympa et, je veux dire, pas méchante. C'est juste comme des bestioles qui agissent mécaniquement, et j'ai trouvé que c'était mignon, presque, tu vois. Et une fois aussi, dans le donjon, je me suis fait avoir à trop vouloir fureter partout. J'ai trouvé une tombe, je l'ai ouverte, et en fait, il y avait une couronne dedans, je l'ai sorti la couronne sur mon front, et là, en fait, je me suis devenu... J'ai eu qu'une seule envie, c'est de regagner ma tombe et devenir et regagner le monde des morts, tu vois. Fin de l'aventure. T'es devenu après le roi squelette qu'on a combattu dans, c'est ça. C'était moi, tu vois. Les Rôdeurs de la Nuit, là. Le roi squelette, c'était moi. Le lampadaire, c'était moi. Et aussi, un truc qui est marrant, c'est dans une salle, je crois que c'est après les 3 portes, où t'as les fameuses énigmes, cette porte-là, tu peux pas utiliser, cette porte-là mène à la mort, et il y a une qui dit... bref, je sais plus ce qu'elle dit. Et tu peux tomber dans une salle où il y a une ondine, et après tu vas derrière, il y a une espèce de salle avec un feu, et t'as une peau d'ours et une hache. Moi, j'avais plus d'armes, j'ai jeté mon épée, donc j'ai voulu récupérer la hache. En fin de compte, il y a la peau d'ours qui s'est animée, et donc que tu dois combattre. Et en fin de compte, on te demande de ce que tu veux garder la peau d'ours ou la hache. Et si tu portes pas la peau d'ours, en fait, tu meurs de froid dans la salle suivante. Ouais, ou le masque justement t'attaque avec une aire glaciale et la peau d'ours te protège, ouais. Ouais, il y a une bonne utilisation des objets, je trouve, dans la quête, ce qui est chouette. Mais j'étais pas frustré d'être mort, en fait. Quand j'ai trouvé qu'à chaque fois, voilà, c'était scénarisé, ça se comprenait. Bon, des fois, c'était juste le paragraphe suivant, ça c'est un peu plus chiant. Mais non, je trouvais que moi, je me suis pas... franchement, Dragon d'Or, à force de les faire, c'est vrai que surtout les 2 derniers, surtout le dernier, en fait, les pyramides là, dans tous les sens, c'était un peu casse-bonbon. Ouais. Mais là, j'ai vraiment trouvé mon plaisir. Bah écoute, pour moi, j'ai passé vraiment un moment très très amusant. Alors je suis rentré dans ce Dragon d'Or, comme tu viens de dire à l'instant, après celui des pyramides, je me suis dit, je le voyais pas, comment dire, je commençais déjà à le juger, je me suis dit, bon, je sens que je vais m'emmerder, je vais voir ce qui va se passer. Allez, je me force de rester l'esprit ouvert, hein. Et déjà, quand je le vois qu'il est tellement fin, comme je disais au début de l'aventure, je dis bon, allez, l'aventure va aller vite. Et donc ça commence, j'asperge, je me rends compte que Dragon d'Or c'est un connard, comme je disais, mais je me dis, malgré tout cela, c'est amusant à jouer. Ça sort de l'ordinaire, j'ai pas l'habitude de jouer un personnage qui en profite. Je veux dire, c'est comme on joue le ruffian, on joue le voleur, tu vois, j'imagine le cliché des rôdeurs dans Donjons et Dragons, qui est beau parleur, menteur, qui fait tout ce qu'il faut pour qu'il s'enrichisse, qu'il se remplisse les poches. Là, c'est un peu Dragon d'Or pour qu'il réussisse sa quête, en gros, que Jasper lui remplisse ses poches, quoi. Donc, c'est différent. Ça me fait penser à Deathstalker, si certains connaissent ce film, voilà, avec des héros qui sont atypiques, qui sont pas toujours les héros honnêtes qui remplissent tout. Un petit peu comme Conan aussi, quoi. On n'est pas là à toujours être le plus fidèle, le plus honnête. Donc ça, c'était cool déjà. Et puis ce côté des 3 actes m'a vraiment plu. Ce premier acte d'Anvil, de trouver tous les objets magiques, de plusieurs façons de les retrouver, ce qui est vraiment intéressant et amusant. On n'a pas parlé, mais récupération de la fleur de Belladone. Fred, on a zappé au début. Mais il y a une auberge où on commence l'aventure qui s'appelle la fleur de Belladone. Il suffit d'aller dans le jardin et de chercher, et c'est marrant parce qu'on nous dit que Dragon d'Or, il passe des heures et des heures à chercher, et il y a des mecs au début qui nous regardent en train de boire, qui se foutent de notre gueule, et au bout d'un moment, ils voient qu'on lâche pas l'affaire, ils se foutent plus de notre gueule, en fait, ils sont complètement pris, on attrape leur attention, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qui se passe? Et on trouve enfin notre fleur de Belladone, et c'est à peine comme s'ils disaient, ah ok, c'est ça qu'ils faisaient. Donc j'ai trouvé ça sympa, cette mise en ambiance. Et après cette deuxième phase à travers la montagne, vraiment très difficile, attention au chemin que vous prenez, quoi, vous pouvez vraiment perdre tous vos objets, mais comme l'a expliqué Fred, voilà, ça ne change rien parce que Capon est quand même battable malgré qu'on n'ait pas tous ces objets. En fait, ça nous permet de pas faire un perfect, mais c'est possible. Et cette troisième phase, qui est le fameux donjon, qui est très amusant,
qui tombe pas justement dans la répétition et tu vois ce que je veux dire, Fred, un peu cette simplicité, des monstres qui sortent de partout, une momie par-ci, un démon par-là, un dragon par-ci, enfin les trucs très chiants, c'est des rencontres qui sortent de l'ordinaire, des situations où on fait des choix qui peuvent nous sortir sans faire un combat. Les combats ne sont pas du tout forcés sur nous. Et finalement, voilà, pour un livre aussi fin, j'ai passé énormément de temps. Je sais pas si je pourrais les compter, mais j'en ai largement fait facilement au-delà de 50, quoi, des choix faciles. Hein. Donc ouais, moi j'ai passé vraiment un très bon moment. Et ce que j'aime bien de cette écriture, Fred, c'est que Dave Morris, avec son ex et Eve Newman, je sais pas s'il veut qu'on parle d'elle maintenant, tant pis. Hein, là, c'est dans l'édition qu'on a lue. Savent très bien créer l'univers et le monde autour de nous. C'est rempli de détails, de descriptions, on nous parle beaucoup des personnages, de leurs intentions, de leurs expressions, on nous décrit parfaitement la scène, et Dave Morris sait faire ça en très peu de mots, donc sans écrire des gros pavés, et il nous explique très bien ce qui se passe, et on se plonge parfaitement dans l'ambiance et l'atmosphère de la situation. Il va falloir faire des choix sur notre destin. Donc c'est vraiment très sympa à lire, et je t'admets que ce Dragon d'Or, pour moi, il sort du lot, et j'en garde vraiment une très bonne expérience. Et comme je disais au début, c'est l'un qui va rester... je crois que c'est le Dragon d'Or, pour l'instant on n'a pas encore lu le dernier, mais pour l'instant c'est pour moi celui qui sort du lot. C'est le plus amusant des 5 que j'ai lus, et que je conseillerais à quelqu'un si jamais il veut lire Dragon d'Or, mais s'il me dit « Mon Xav, je vais en lire qu'un seul », je dis « Bah simple, tu lis le 5 ». C'est très amusant, quoi, il se passe pas mal de choses bien sympas, et puis si t'aimes bien ce côté old school des jeux de rôle, bah vas-y à fond, quoi. Bah, c'est vrai qu'on dit souvent quel jeu parce que c'est souvent une initiation aux livres de l'héros, Dragon d'Or, parce que c'est plus simple. Vous disiez que c'est pas forcément le bon exemple parce que les livres sont pas forcément les plus réussis, mais celui-ci c'est le bon exemple de. C'est vrai que c'est plus simple, c'est moins long, c'est très amusant, donc pour quelqu'un qui veut débuter, celui-ci c'est parfait. Ah ouais, complètement d'accord avec toi, c'est parfait, et en plus à la relecture c'est chouette, et le côté qui soit fin, soit pas intimidant pour les lecteurs qui viennent de commencer les jeux de rôle. C'est pas comme tu dis « Ah, tu veux commencer les livres-jeux? Tiens, lis Sorcellerie 4 !» Tu vas voir, c'est édité chez Plomb. Donc ouais, donc le Château des âmes damnées, ouais, c'est une bonne suggestion. C'est sûr que quelqu'un qui veut découvrir Dragon d'Or, c'est parfait. Et ce qui est sympa de Dragon d'Or, c'est comme n'importe quelle série qui est bien ficelée, comme un loup solitaire. Bon, au fur et à mesure des loups solitaires, quand même, c'est sympa d'avoir lu les précédents, mais on peut rentrer dans n'importe quel volume de Dragon d'Or sans trop perdre la consistance du personnage, ni ce qui se passe. Chaque volume, c'est une introduction facile à l'aventure, mais ce qui est sympa, c'est qu'on les lit au fur et à mesure, il y a des petits clins d'œil, des petits détails qui sont pas nécessaires à comprendre, mais qui sont une récompense pour ceux qui suivent l'aventure depuis le premier volume. Dans cette histoire, il y a même aussi quelques anecdotes sur les anciennes aventures, comme le basilic ou le fait qu'on ait tué des vampires, par exemple. Ouais, exactement, c'est des petits détails qui sont sympas. Pour un nouveau lecteur, c'est « Ah ouais, Dragon d'Or, il rigole pas ». Mais pour nous, voilà, adhérés, vétérans, on se dit « Ah ouais, je me souviens de cette aventure ». Donc c'est bien écrit, quoi. Dave Morris s'est très bien plongé, et je crois que ça se voit maintenant dans ce qu'il fait aujourd'hui, qui sont les Fablelands, où chaque Fablelands, voilà, c'est un début, c'est une partie de son univers spécifique qu'on commence, mais voilà, d'un Fablelands à un autre livre, on peut se balader à travers plusieurs livres, c'est comme un énorme monde ouvert, chaque livre, c'est comme un nouveau continent, donc on sent déjà à l'époque ici, dans ce 5e volume, qu'il exerce très bien ce style-là d'attachement aux autres livres sans que ça soit une nécessité d'avoir été lu. Donc au final, Fred, combien je le note sur 6 objets à trouver, bah je sais pas, moi je dis des conneries, mais allez, moi je lui note bien 5 larmes d'Elvira sur 6, quoi, allez. Je me suis vraiment éclaté, bon, c'est pas une grosse innovation, quelque chose d'incroyable, mais c'est une aventure vraiment sympa, donc ça sort pour moi de la moyenne, et c'est un livre qui pop un petit peu plus que les autres, qui est amusant, quoi, qui est vraiment chouette. Bah non, comme on disait, c'est vrai que dans la série, il ressort positivement et pas négativement. Il y a, entre guillemets, une fin alternative, il y a 2 fins. On s'ennuie pas, on n'est pas frustré, il n'y a pas trop de combats pour ceux qui, comme on dit, les combats c'est un peu, pas que vous qui les choisissez, mais presque. Donc il y en a pour tous les goûts dans Dragon d'Or, et celui-ci est bien foutu. Et c'est vrai que tu parlais de notes, bon là c'est sur 6, oui, ça mérite un bon, comme c'est sur 6, on peut mettre des ennemis, donc un bon 4,5 de l'arme d'Elvira. Non, c'est une bonne aventure, moi franchement ça... Et puis, au début je me suis dit quand même, personnellement j'ai trouvé ça trop facile, je me dis c'est pas facile, moi, vous arrivez, première fois vous êtes dans l'auberge, vous dit vous êtes à l'auberge de la Belladone, vous voulez une Belladone, vous demandez à l'aubergiste, oui, il vous dit elles sont sous la tonnelle, moi tu fais c'est trop bien.
En fait, ce qui est bien dans cette aventure aussi, c'est que dans chaque endroit, il vous dit quel objet on peut s'attendre à trouver. On sait qu'en ville, on doit trouver la boule de cristal et la belladone. On sait que pendant le voyage, on trouvera les autres objets. Donc on sait au moins où on va, quoi. Il n'y a pas le... Excuse-moi, je veux dire, il n'y a pas le côté fourbe de Ian Livingstone, par exemple, à trouver des objets qui sont nécessaires pour finir l'aventure. Parce que si on se souvient de trouver les pierres précieuses, les métaux précieux dans le labyrinthe de la mort, franchement, bah voilà, si t'en atteins, c'est fact. Et puis d'abord, pour les retrouver, c'est au hasard. Il n'y a pas vraiment d'indication, quoi. Bah c'est ça, en fait, ici, qu'on peut lui reprocher. Ouais. Bon, bref, faut pas parler d'Ian Livingstone. On a fait une série de livres qui nous a assez agacés, je peux dire, peut-être. Mais Bon, on a passé des bons moments, mais oui, voilà, oui, il y avait des moments très agaçants aussi. Mais en effet, on ne retrouve pas cette frustration-là ici. Pour moi, c'est l'équilibre parfait de ce mécanisme de livre-jeu. Ouais. Mais du coup, la version White Dwarf, là, on pourrait pas se la trop... Si elle était plus difficile et plus corsée, plus 1984 c'est ça? Tu les as pas dans ta collection, toi, de White Dwarf? Je crois que j'ai un 1984 White... Par contre, j'ai des White Dwarf américains, j'ai pas des... Enfin, attends, oui. 84, c'est que anglais, donc j'ai des anglais. J'ai nécessairement des anglais. Je crois que c'était juste des imports en Amérique, donc... Non, mais ils vendaient... c'est juste que c'était le White Dwarf anglais, sauf qu'ils le faisaient à l'export, c'est tout. Non, en fait, ouais, c'est ça. C'est comme les 2000 AD, si tu veux, il n'y avait pas une réédition et un nouvel édito, c'était juste la version anglaise. Aujourd'hui, maintenant... je crois que c'est toujours la même chose. Je crois qu'à part en France, où on a notre propre traduction édito de White Dwarf dans l'Angleterre, sinon en Amérique, je crois que c'est la même version, quoi. Je suis sûr qu'on trouvera les symboles des pounds à l'arrière. Bref, je sais pas, ça se trouve, je me gourre complètement, mais je vais regarder ma collection si je l'ai, mais ça doit sûrement être la version Livingstone-ish. Moi, je sais pas, mais au moins, si ça corse un petit peu, ce qu'on peut lui faire ce bémol-là, ce reproche-là, c'est que c'est vrai que c'est un tantinet facile, quand même. Mais c'est bien, pour une fois on n'est pas frustré, et après de toute façon le donjon corse les choses, et puis les objets qu'on a à gagner on peut facilement les perdre aussi, donc c'est pas si simple, mais bon. Ça foire pas l'aventure, mais en effet ça ne donne pas la fin parfaite, mais ça nous donne quand même une fin de résolution très bien, quoi. Donc ouais, c'est juste, en fait ça nous permet vraiment d'avoir une aventure très différente d'un autre lecteur. Moi, c'est vrai qu'en voyant les dessins et puis en voyant un peu, oui, il y a des choses que j'ai loupées, que j'ai pas faites. Et puis ça, c'est une genre d'aventure que je leur ferai plutôt avec plaisir parce que elle est pas prise de tête, quoi. C'est un livre que je relirai bien aussi. Ouais, je le mettrais bien dans dans le côté de la bibliothèque où c'est à relire. Yep, il irait bien dans ce côté-là. Donc, voilà. Bah écoute, Fred, je crois que ça complète notre expérience de ce 5e Dragon d'Or que Capon, que moi, encore une fois, je le dis bien, je trouve pas que c'est un enfoiré, c'est des bons, je trouve qu'il est assez cool, que moi je vendrais bien mon âme pour être riche comme Crésus. Donc Capon, si tu es un de nos auditeurs, vas-y ma poule, je t'attends, et t'inquiète pas, je demanderai jamais à mes fils de retrouver mon âme, parce que t'as l'air d'être un mec assez cool, quoi. Mais tiens, sa parole, c'est déjà pas mal pour un démon. Hein. Bon, c'est vrai que je reparle d'un truc, parce qu'on en a parlé en intro, tout ça, mais moi, à aucun moment, j'utilise le pouvoir psy, par exemple. Mais complètement. J'ai pas du tout. Mais il y a plein de choses ici que j'ai pas eu l'habitude de faire des autres Dragons d'Or. Alors, les pouvoirs psy, la thune un petit peu au début, mais après, non. J'ai récupéré pas mal d'objets, quoi, mais qui ont servi à chaque fois. Le sel aussi, j'ai oublié d'en parler, mais je crois que c'était... Ah, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait quelque chose caché dans un bloc de glace. Je crois que c'était le masque, et il fallait verser du sel dessus. Ouais. C'est ça? Ouais, oui, voilà. Ouais, tu peux même un coup de poignard, ça marchait, j'avais pas le sel, j'ai réussi à le faire. Ah ouais? Ah bah ouais, d'accord. Mais ouais, c'était quoi ta question? Merde, je suis un peu... Non, c'était le pouvoir psy, on dit qu'en fait, compte... Ah oui, le pouvoir psy, fuck le pouvoir psy. Non, pas de pouvoir... pas grand-chose. On n'a pas eu les choix, on a été confronté à ça, quoi, en tout cas. Sûr et certain, ouais. Donc, ouais, non, le pouvoir psy, un petit peu incognito. Bon... Mais Fred, je te propose, voilà, ça, on arrive à la fin. Comme d'habitude, hein, ça fait un vrai plaisir. Les auditeurs, merci de nous avoir suivis pour encore un épisode du podcast. Fred, un petit morceau de musique, qu'en dis-tu? Bah oui, avec volontiers, on se quitte toujours en bonne compagnie, surtout sur Dragon d'Or. Et ouais, donc qu'est-ce que tu nous as sorti de ton armoire à vinyle? Ok, bah écoute, j'ai un truc moderne mais qui a un côté un peu plus rétro, hein. Cette fois-ci, on sort des années 80 pour aller plus dans les années 90, donc entre le grunge pop,
je te propose un morceau du groupe Kirk, ou de l'artiste Kirk Francis, qui s'appelle Ophélia. Voilà, on se quitte en très 90s, et puis je te dis à très bientôt pour, on verra, soit ça va être notre épisode épilogue de Piranha 12, sinon ça va être... Ninja Time. What the ninja. Pardon, faut que j'arrête. Oh, merde. Tu choques. Pas de choc. Ah oui, c'est vrai, c'est le rituel maintenant. Ninja. C'est pour ça que... Il va me Il est tuer. mort. J'arrive plus. Ok, allez, bon voilà, écoutez les aventuriers, on se retrouve la prochaine fois. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut. Tchuss. retrouvera. On retrouvera. Ah, j'y arrive pas. On retrouvera. Après 2h30, Ok. après 2h30 de parlotte, je comprends que t'es la gorge sèche. What the fuck, on est déjà à 2h30? Non. J'en sais rien. Je dis ça, je dis 2h07, rien. ça va. Arrête tes conneries.